Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, on reçoit Romain Vincent. Bonjour. Bonjour, tu es enseignant en histoire géo dans l'académie de Créteil, enseignant-chercheur à Paris 13, c'est ça si je ne dis pas de bêtises. Je démarre un doctorat bientôt sur les sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Qui vont nous intéresser aujourd'hui, à savoir l'histoire et la pop culture. Je crois savoir qu'il y a un certain Assassin's Creed Odyssey qui sort cette semaine. On va en parler également avec Mehdi. Bonjour. Mehdi Debabi Zourgani, enseignant à l'ICANN. C'est ça. Et tu es également en charge, je crois, du module jeux vidéo des rendez-vous de l'histoire à Blois la semaine prochaine. Exactement, c'est parfait, ça anticipe merveilleusement bien. Et quelle est ton actualité un petit peu? Je crois que tu as sorti quelques bouquins chez Third Editions. Oui, si la caméra le permet, à savoir Ludothèque numéro 6, qui est le pénultième, comme on dit, qui est juste avant celui sur Street of Rage, qui parle de Snatcher et Police Notes, un truc qui me semble que tu aimes bien, d'un monsieur qui s'appelle Un certain Hideo Kojima. Kojima, ouais. On parlera peut-être de lui aujourd'hui, étant donné qu'il a tendance à faire se recouper les petites histoires et la grande. Effectivement, donc grand débat sur l'histoire. On prévient tout de suite, on ne parlera pas en critique d'Assassin's Creed cette semaine. On préfère se donner le temps de bien y jouer pour pouvoir vous en parler en tant que jeu. Ça ne veut pas dire qu'il ne servira pas de point de départ pour le débat et qu'on ne va pas en élaborer dessus ensuite. Mais je préfère être clair dès le début. Au niveau des critiques, justement, on aura NBA 2K19 avec toi, Florent. Comment vas-tu ? Ça va très bien, Et justement, pareil, on s'est laissé le temps pour NBA 2K de bien le doser pour pouvoir le critiquer. Voilà. Et Dieu sait si tu aimes le basket, donc à mon avis... c'est bon, j'ai de l'amour. Donc bon. Voilà, beaucoup d'amour. On nous parlera également, pas forcément d'amour, mais un peuple et son roi avec toi, Jonathan. Tout à fait, bonjour à tous. Voilà, un petit ressenti très rapide. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, des bonnes choses, mais aussi, justement, en tant que professeur d'histoire, j'ai pu y trouver des choses qui m'ont plu et d'autres qui m'ont moins plu. Donc là, il y a un petit peu mitigé. On a quand même 3 professeurs d'histoire en plateau, je trouve ça assez magnifique. Et enfin, Lorraine, comment vas-tu ? Ouais, ça va bien, un peu fatiguée. Première émission de la saison ? Ouais. Fatiguée dès le début ? J'ai une grosse journée hier. Oui, t'as un sacré tournage, effectivement. Ouais, 48 heures film project ce week-end. Très bien. Les amis, je pense qu'on est au complet. On salue Draco Joe, on salue Mioups, on salue Space Cat Cell sur le chat, on salue Pseudoless, évidemment, il est venu fidèle toutes les semaines, et Phenom, le grand habitué, comme d'hab. C'est parfait, on est au courant complet, c'est parti pour les news. Une Switch Pro pour 2019, Jonathan. Alors voilà, c'est le Wall Street Journal qui parle de cette rumeur d'une Switch Pro qui arriverait dans l'été 2019 ou plutôt en fin d'année ou plus tard. Donc un petit peu comme Nintendo a l'habitude de faire avec ses 3DS, comme il y avait eu la 3DS XL puis la N3DS, la DS Lite après la DS quasiment 15 mois après la DS. Là, on aurait une nouvelle version de cette Switch qui sortirait, donc une Switch qui s'est vendue à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Là, on parle peut-être d'un nouvel écran lumineux, plus économique, justement donc d'une batterie qui serait beaucoup plus autonome. C'est quand même le point faible de la Switch actuellement. C'est vrai que si on a un jeu un petit peu ambitieux dessus, on va passer peu d'heures avant de devoir la recharger. Donc voilà. Et alors la question, là où le Wall Street Journal n'est pas très clair, c'est est-ce qu'on va avoir une machine plus puissante, probablement en tout cas un petit peu, mais pas forcément beaucoup plus. Est-ce que quel sera le prix? Est-ce que ça va faire baisser la Switch première version si ça arrive? Là, il faut savoir que la Switch Pro, on en parle déjà depuis plusieurs mois. C'est déjà depuis plusieurs mois dans les sabots, donc à voir ce qui va arriver. Il y a des chances quand même que ça arrive pour préparer la nouvelle génération de consoles. Vous avez la Switch, Romain? Je crois que j'y ai jamais touché encore. Diantre. Mes problématiques me poussent à faire l'Assassin's Creed annuel, donc je suis très déçu de ne pas pouvoir toucher au dernier Zelda notamment. Donc, j'y jouerai dans 15-20 ans. Tu prendras la Pro quand elle sortira, Mehdi. Oui, je l'ai déjà et honnêtement, moi, la news, peu m'importe, je suis très bien avec la mienne. La durée de la batterie me va très bien, tant mieux si les nouveaux acquéreurs ont un truc qui dure plus longtemps et avec plus de specs. Mais ce sera un peu le syndrome Xenoblade, quoi. Ça vendra les jeux un petit peu plus poussés de fin de vie de console. À mon avis, c'est Bethesda qui est surtout très content. D'accord. En parlant de AAA, Harry Potter, il me semble qu'il y a un petit leak qui est sorti cette semaine. Il y a eu un leak effectivement d'une vidéo sur un RPG Harry Potter qui se passerait au 19e siècle, donc un RPG qui permettrait de jouer un personnage inventé pour l'occasion, donc totalement délié de toute la chronologie d'Harry Potter. Donc les droits appartenant à Warner Bros, ce serait quelque chose qui serait fait par le studio Avalanche et qui donc nous permettrait de jouer dans un action RPG en monde ouvert dans Poudlard, donc un héros de 5e année qui explorerait l'école pour trouver des indices sur une ancienne magie. Et sachant que c'est quelque chose qui est quand même très attendu, qui a fait beaucoup parler, qui semble manifestement assez avéré
verrez. Maintenant, à savoir quand est-ce que ça arrivera. Les premières dates, ce serait dans les 2019, mais probablement 2020, voire 2021, parce que c'est quand même un open world qui se voudrait ambitieux, et où j'espère il y aura un professeur d'histoire de la magie meilleur que le fantôme. Est-ce que ça laisserait augurer que la prochaine génération de consoles va arriver plus vite que prévu? Bon, je pense que si c'est peut-être cross-platform. Ouais, c'est pas dit, parce que la vidéo qu'a leaké, le jeu il a l'air bien avancé. Les combats ça tourne bien, les trucs c'est sur de l'Unreal Engine 4, ça tourne sur les PS4 sans problème. Non, moi je dis, tu vois, on va avoir quelques news pré-E3 2019. Le 3 2019, une bonne truc, et pour nous dire, oui, bah ça sort mois d'octobre-novembre 2019 pour Noël. Voilà. Tu voulais réagir, Romain? Non, mais il me semblait qu'il y avait déjà eu des Harry Potter en pseudo monde ouvert sur GameCube, en moins poussé évidemment. Ouais, il y en a déjà eu. Il y en a certains qui étaient bien et d'autres qui étaient. Voilà. Pour le Before eSport, ce serait bien qu'ils ressortent la Coupe du Monde de Quidditch sur PS5. Je suis pas sûr que ça fasse de l'audience sur Twitch. Ce serait sympa. Bah, tu vas garder la parole, je crois, parce que Twitch, Witcher. Ouh, Lyon, oui. T'as vu, je les travaille maintenant. Bah oui, parce que justement, il y a un petit bisbille là entre l'auteur des romans The Witcher et CD Projekt. Il y a l'auteur des romans donc qui demande 14 millions d'euros à CD Projekt. Comme ça, voilà, il a envie, il veut 14 millions d'euros. Non, c'est pas. Alors apparemment, cette somme correspond à 6% des profits enregistrés par CD Projekt et qui constitue aux yeux de Sapkowski, donc l'auteur des romans, et ses représentants, la compensation minimale que devrait recevoir l'auteur des romans au titre de la protection du droit d'auteur. Mais selon CD Projekt, la demande de Sapkowski est sans fondement, tout comme le montant demandé, car le studio polonais rappelle qu'il a légalement acquis le droit d'adapter le travail de l'auteur et que ce dernier a déjà reçu tout l'argent que le studio lui devait. Et en effet, Sapkowski à l'époque avait cédé les droits de son œuvre à ces projets au lieu de négocier un pourcentage sur les ventes des jeux, dont il n'avait jamais imaginé le succès une telle seconde. Il y avait une première tentative qui n'était pas très heureuse aussi, donc ça jouait pas forcément. Le 1 il est ce qu'il est, mais il était déjà. Non, je parlais pas du 1. Celui d'avant. Celui d'avant, oui. Bon, après, les représentants, les avocats concèdent que tels accords ont été signés, mais pointent désormais du doigt l'article 44 de la loi sur le droit d'auteur, une clause qui pourrait être invoquée lorsque la compensation remise à un auteur est trop faible par rapport aux bénéfices obtenus grâce à l'utilisation de son travail. Donc ils vont jouer là-dessus pour avoir justement leur argent. Et évidemment, c'est des projets, ils sont pas très chauds, mais les deux clans sont en train de se diriger lentement mais sûrement, apparemment, vers un accord à l'amiable. Voilà, tranquillement, pour pas. Voilà. Mehdi ? Oui, ça va encore plus loin parce que je sais pas si c'est fondé, tu confirmeras. Il les avait limite envoyé bouler à l'époque en disant que le jeu vidéo ça sert à rien et que ça desservira toujours son œuvre principale. Donc j'ai envie de dire aux audacieux les mains pleines quoi. Et le culot. Ils ont forcé pendant longtemps pour réussir à avoir la licence The Witcher pour pouvoir le faire avant qu'il accepte de vendre les droits et lui c'est quelqu'un qui aime pas le jeu vidéo Sapkowski donc voilà. On reste dans l'actu de la semaine parce qu'il me semble que Google et Ubisoft s'associent pour faire tourner Assassin's Creed sur un support un petit peu insolite. Bah ouais, tu sais bien que j'aime le cloud gaming, moi, c'est mon truc. Sûr. Et bah justement, Google teste une technologie de cloud gaming, de stream de jeux vidéo directement sur Chrome avec un projet qui s'appelle tout simplement le Project Stream. Et donc ça faisait quelques mois quand même qu'on avait des rumeurs autour d'une telle initiative de Google pour lancer le streaming de jeux vidéo. Et l'objectif du service de streaming de Google est de permettre aux utilisateurs de diffuser des jeux sur le navigateur Google Chrome. Et pas des petits, attention, parce que c'est Google quand même. Dès le vendredi 5 octobre, donc vendredi dernier, le jour de la sortie officielle d'Assassin's Creed, il y a des participants au bêta-test du Project Stream qui seront en mesure de jouer au dernier Ubisoft depuis leur navigateur PC, et ce gratuitement pendant toute la durée du test, qui est pour l'instant réservé aux États-Unis. Bon, sachant que Google recherche des utilisateurs qui ont une connexion internet de moins 25 mégabits par seconde pour faire le test. Et évidemment, Yves Guillemot l'a déjà dit, il croit dur comme fer à l'avenir du cloud gaming, que l'avenir sera sans console. Évidemment, ça fait plus de poches dans les poches de l'éditeur, plus de sous dans les poches de l'éditeur. Et évidemment, selon Kotaku, ce test ne serait qu'une première étape de la part de Google, qui aurait des plans bien plus ambitieux pour faire son trou dans le marché du jeu vidéo. Et pour ce faire, le géant du web a quand même ces derniers mois recruté quelques sommités du monde du jeu vidéo, dont Phil Harrison, ex-président de la branche Xbox, Jack Buser, le fondateur du PlayStation Home, Greg Cassana, le fondateur du Xbox Live Arcade, et Richard Marx, le créateur du PlayStation Move et du PlayStation VR. Donc pas n'importe qui. Une bonne team. Romain, tu voulais réagir, je crois, à ce sujet ? Bah oui, parce que pouvoir jouer à Assassin's Creed via un navigateur, ça pourrait, parce que la news a pas mal tourné, notamment dans les milieux enseignants, ça pourrait résoudre peut-être des problèmes les problèmes de matériel qu'on a évidemment pour jouer en classe avec des œuvres comme Assassin's Creed. Alors l'idée est belle, mais alors évidemment s'il faut une connexion, une énorme connexion de la NASA, bon dans les établissements on oublie. Déjà qu'on arrive à faire tourner YouTube à peu près correctement. Alors ne les cartouches du débat s'il vous plaît. Alors juste pour te dire ça, on a déjà parlé ici, le cloud gaming c'est en évolution.
solutions. Et il y a des gens comme Shadow, par exemple, qui font du cloud computing, qui arrivent à faire marcher convenablement leur service avec une bande passante de 8 mégas. Et ne grillons pas les cartouches des prochaines émissions, Voilà. Florent. Ouais, mais alors- enfin. Donc t'es pas obligé d'avoir la fibre. Et ça va pouvoir marcher dans le futur, ça Ouais, marche pas sur des trucs. J'imagine bien. Après, il y a le côté peut-être niveau éthique un peu plus compliqué. C'est, je vois tout de suite des boîtes comme Google et Ubisoft arriver sur l'éducation nationale et vouloir prendre des parts de marché. Comment dire, l'école et les publics et vouloir entretenir des liens avec ces deux grandes entreprises, ça pourrait peut-être poser un problème éthique à mon sens. On approfondira le sujet on n'y est pas dans encore. le débat. Lorraine, c'est à ton tour. Tu as 2 belles news qui nous viennent du Comic-Con de New York qui se déroule en ce moment. Oui, absolument. Alors, il y a quelques jours, on a découvert le titre de la prochaine série Star Wars qui nous en dit du coup un peu plus sur le sujet traité, donc The Mandalorian. Oh, Waouh! Et aujourd'hui, elle s'est accompagnée d'une photo officielle d'un personnage portant une armure qu'on connaît bien, Eh celle oui. de Boba Fett. Enfin, Évidemment. en tout cas, une qui ressemble. Est-ce que c'est Boba Django Fett? ou Boba, Est-ce on que sait c'en pas. est un autre? Voilà. Donc la série aura pour but d'expliquer la transition entre les 2 trilogies et se payer une réalisation assez éclectique. D'accord. Avec David Filoni pour le pilote. Et les suivants, pour les prochains épisodes, on annonce Bryce Dallas Howard, Deborah Chow, celle qui a fait Jessica Jones, ouais. ou encore Taika Waititi. Donc c'est Voilà. plutôt assez complet, effectivement. Ouais. L'objectif, c'est vraiment d'aller brasser très large, avoir C'est ça, un réalisateur différent par épisode. C'est showrunné par Jon Favreau, si C'est je dis ça. pas de bêtises. tout à fait. Jon Favreau, on rappelle, c'est Iron Man et un film avec des cuistots, je crois, qui était plutôt Qui s'appelle Chef. 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 Très Et bien. c'est Cowboy versus Alien aussi, attention. Ah oui, c'est vrai. Et le livre de la jungle. Mon Dieu. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Et deuxième news, je crois, c'est Netflix qui acquiert une autre série. Oui, après avoir adapté Les Orphelins Baudelaire, il s'attaque à une nouvelle grande saga littéraire pour ados, à savoir Le Monde de Narnia. Et c'est un petit peu bordélique, parce qu'il s'agirait de plusieurs films et d'une mini-série, mais pour le moment, absolument toutes les sources se contredisent. Donc je n'ai absolument aucune info supplémentaire à donner pour le moment, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas s'ils font un reboot total, s'ils C'est prennent ça. la suite des films déjà faits, etc. Enfin voilà, on aura sans doute davantage d'informations dans les semaines qui viennent. On a sur le chat Pseudoless qui nous dit c'est peut-être ni Django ni Boba, mais leur cousin Trouble Fett. Ah, et il s'en fout. Et tu as bien raison. Just clap. En plus, j'allais chercher vraiment qu'il y avait vraiment un mec qui s'appelait Trouble, quoi. Non, moi je suis déçu que la série ne s'appelle pas Faites entrer l'accusé, mais bon. Les bons jeux de mots, ça fait rire Lorraine quand même. Voilà. Mais, Pseudoless, il a pas une vidéo à finir là plutôt que de dire n'importe quoi dans le chat. Je pense qu'il comprendra. Oh là là là. Bon, ça balance. Eh oui. Et c'est moi qui finis ce point news. On va aller vite, les amis. Telltale, 3e semaine qu'on en parle. Cette fois-ci, c'est suite et fin. Pour rappel, il y a 2 semaines, Telltale avait licencié 90% de ses effectifs sans préavis ni indemnisation, avec conservation de 25 employés pour finir le projet Minecraft prévu pour Netflix. Détail qui aura son importance dans quelques minutes. Leur souci principal, c'était de finir leur projet, essentiellement Walking Dead saison 4, sous une forme ou sous une autre, jouable, pas jouable, enfin l'idée c'était que ça sorte. Et aujourd'hui on apprend que Skybound Games et Telltale se sont mis d'accord pour finir le jeu, donc une équipe bien fraîche, prête à cruncher, ça va être fantastique. Il y a peut-être un transfuge des anciens employés qui va se faire chez Skybound pour finir le jeu et assurer quand même une certaine continuité. Et pendant ce temps, on apprend, petit détail pour Netflix, que Netflix travaille sur des séries dont vous êtes le héros et dont vous pourrez choisir l'issue, c'est-à-dire qu'en gros il y aurait des séries écrites par arborescence avec différents éventails d'épisodes avec différentes fins. Le dispositif sera testé pour la prochaine saison de Black Mirror sur un épisode, donc voilà, c'est intéressant à suivre, comme quoi les bonnes idées ne se perdent jamais vraiment. Oui, mais dites Le vrai pari, ce sera est-ce que la suite de Walking Dead sortira avant Shenmue 3 à vos paris. Attention. Ne commençons pas tout de suite Non, ce genre de non, débat. c'est trop tôt. Je vois où vous voulez en venir, monsieur. Attention. Très bien. Je commence à m'énerver moi sur Une le dernière prochain réaction limite. sur Telltale, avant qu'on referme ce grand chapitre qui nous aura occupé sur tout le mois dernier. À part les licenciements J'aurais massifs. envie de dire petit ange parti trop tôt, mais c'était pas des anges, donc non, en vrai. Drop the mic. Voilà. Et on finit ce point news sur ces films live dont personne ne veut, c'est-à-dire j'en ai trois pardon. Capcom qui confirme la mise en chantier d'un film live Megaman, figurez-vous, c'est assez incroyable, produit par Churnin Entertainment, à qui on doit le reboot de la planète des singes. Regardez bien les plus jeunes, en fait ça ressemble vraiment à ça. Et oui, parce que tu es pas venu les mains vides avec un Non. petit amiibo Megaman. Mais voilà.
Henry Jute serait à l'écriture et Ariel Schulman à la réalisation. Le film serait distribué par 20th Century Fox, autant dire par Disney, donc, vu que le projet avait été commencé avant le rachat. Deuxième projet greenlighté par Capcom, c'est Monster Hunter, avec Ça Mila peut être Jovovich et Ron Perlman. T'es sérieux avec J'ai bien aimé le début de la phrase. Ça peut être. C'est vrai. Avec Mila Jovovich et Ron Perlman, ouais, tout. Ah ouais. C'est assez Monster extraordinaire. Hunter, Ron oui, ça peut Perlman, être ça cool, va, mais oui. Mila Jovovich. Et réalisé par Paul W.S. Anderson, à qui on doit toute la saga des films Resident Evil, parce que ce serait Voilà. dommage de Ça ne pas promet. assurer un C'est minimum pour de ça qu'il y a Mila permanence. Jovovich, Au d'accord. secours. Voilà. Et ce qui est au cool l'histoire, ça c'est rigolo, Ron Perlman qui a dû abandonner Hellboy et Mila Jovovich qui va apparaître dans le prochain film Hellboy qui sort au mois de mars. Mind blowing. C'est fantastique. Et dernier film au live, j'ai la flemme de décrire parce que c'est trop. Enfin, voilà, Lilo et Stitch. Mais du coup, quand ils vont faire un vrai petit Stitch. Là, ils vont le faire en ordinateur. Ah en ouais, c'est par CGI. ordinateur, tu vois, Ah bah non. c'est comme les films Avengers, c'est Je pensais que ça 90% serait d'animation. vraiment tu vois. un Tu sais, vrai c'est animal, tu vois. c'est comme Rocket Raccoon dans Les Gardiens de la Galaxie. Non, mais ce bien sera sûr, pareil. non, mais Ils vont évidemment. tout mais- faire en live. Ils vont vraiment Enfin, ça tout va être faire leur moche, quoi. catalogue de films en live. Ouais, ils ont La Belle et Clochard en live aussi de prévu. Au secours. Ouais, on avait fait une émission spéciale là-dessus. Je sais qu'ils ont également en projet un film sur Kernabog, le démon de la montagne dans Fantasia. oui, Voilà. Donc ils vont faire le background de ce personnage-là. Ils ont tout. Enfin, ne lisez pas les projets de Disney, c'est profondément déprimant. Non, pas Fantasia. On a sur le chat Pseudolès qui nous dit que Ron Perlman incarnera le grand Jagras dans le film Monster Hunter et je ne sais pas quoi faire de cette information. Merci à vous pour ce point news. Un petit peu long, mais en même temps la semaine a été très riche. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux au hashtag HPL sur Twitter, on vous lit, et sur le chat, on vous lit également. On se retrouve après la pause musicale. Android 52, le morceau c'est Chilandid. À tout à l'heure. De retour dans Hyperlink, notre cocktail de bulles et de pixels, toujours avec Mehdi et Romain. Tout va bien ? Oui, toujours, ça va. Parfait. Fantastique, nickel. On va s'attaquer sans plus attendre aux critiques. On commence avec toi, Florent. On sera avec Jonathan après. On fait NBA 2K19 et Un peuple et son roi. Les amis, c'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde. Alors, Florent, NBA 2K19. Bah, c'est pas de la merde. Ah oh. Comme toujours. Alors, comme j'avais prévenu au tout début de l'émission, j'ai pris mon temps pour jouer au jeu. J'ai environ, 70 heures de jeu maintenant dessus. Donc, je l'ai bien dosé pour voir les trucs. Et autant vous dire tout de suite aussi, pour bien prévenir ceux qui ne sauraient pas, NBA 2K, c'est mon jeu de l'amour. Donc, je vais peut-être être peut-être un peu trop gentil, je pense pas, mais voilà, je vais être un peu. Voilà. Bon, déjà, NBA 2K, il faut savoir, visuellement, la retransmission, enfin, comment ça se passe, NBA 2K, c'est le plus beau jeu de sport qui existe depuis des années, même FIFA, etc. Ça n'arrive pas à la botte des T'as la NBA sueur 2K. sur plancher et tout. C'est magnifique et cette année encore c'est pareil, ils ont encore affiné les graphismes, c'est sur une PS4 Pro, c'est juste méga beau, regardez les images derrière, enfin voilà, c'est super. Les sensations de basket sont énormes, c'est voilà. Après pour les détails dans le jeu, cette année il y a vraiment des évolutions qui ont eu lieu, notamment au niveau du ressenti du poids des joueurs et de la prise des espaces, leur accélération, contrairement aux années précédentes. Il n'y a plus t'appuies sur la gâchette et ton joueur d'un coup il sprint comme une balle. Il y a vraiment une sorte d'accélération progressive et qui peut être plus ou moins gêné, comme dans la vraie vie, plus ou moins gêné par ton adversaire ou pas. Tu sais comment tu te déplaces dans l'espace. Donc cette année il faut vraiment pouvoir anticiper ces déplacements et anticiper la recherche toujours de l'espace et du cut pour vraiment être efficace dans son jeu. Il y a aussi pas mal de choses qui ont été évoluées, notamment au niveau du tir. Il y a enfin une jauge de tir qui est à peu près correcte, et enfin sur les doubles pas t'as une jauge de tir, enfin ce qui sera, c'est vraiment très bien. Et encore autre gros point positif cette année j'ai trouvé, c'est la défense est vraiment été améliorée. On peut plus traverser les défenses comme ça tac il faut vraiment savoir s'y prendre, s'activer à l'autre bout du terrain, etc. Point négatif, ils ont essayé de mettre en place une nouvelle mécanique qui s'appelle le takeover. Alors, au fur et à mesure qu'on fait les actions, il y a une jauge qui monte en haut, quand on appuie sur R3 ça le déclenche, qui normalement doit nous donner des points bonus, genre le mec est en feu, etc. Mais en fait concrètement ça n'apporte rien de spécial dans le jeu. Et autre gros point noir cette année, c'est les interceptions sont beaucoup trop faciles. T'appuies sur le bouton, paf, t'interceptes le ballon. Donc c'est un peu moyen. Quand même, la série est plutôt connue pour la diversité de ses modes de jeu. Est-ce que cette année il y a de la nouveauté ou est-ce qu'on est sur la même Alors oui, il y a pas mal de choses. Donc il y a toujours les modes de jeu habituels. Donc le gros mode de jeu, c'est le mode carrière, comme d'habitude. Donc les modes exhibition, etc.
Il y a eu cette année, donc le mode carrière a été refait. C'est encore un mode scénarisé comme d'habitude, mais cette année ce qui change c'est qu'on va jouer en Chine pour débuter le mode carrière avec des commentateurs en chinois. Donc c'est très drôle, au début on fait 3-4 matchs comme ça où c'est commenté en chinois et on va suivre l'évolution de notre personnage qui va sans se faire drafter évoluer dans la NBA et puis après c'est les mêmes mécaniques que les dernières, c'est-à-dire on arrive dans un semi-hub dans lequel il y a des activités, on peut rentrer dans les magasins pour s'acheter des fringues, on peut aller se faire tatouer, on peut aller se faire couper les cheveux, etc. Et là ça m'amène à un point noir du jeu. C'est toujours pareil, c'est les microtransactions. Alors ils nous ont entendu un petit peu par rapport à les dernières c'était vraiment n'importe quoi les microtransactions. Cette année ils sont un peu calmés dessus, mais elles sont toujours omniprésentes, hein. Tu veux te faire une coupe de cheveux, ça te coûte 250 monnaie du jeu. T'as des jetons qui permettent d'acheter d'autres jetons. Alors les jetons tu les gagnes en jouant évidemment, mieux tu joues plus t'as de jetons, évidemment tu peux les acheter avec du vrai argent évidemment. Donc pour savoir par exemple une coupe de cheveux c'est 250 jetons. Un jeton représente environ 2-3 centimes. Donc une coupe de cheveux ça te coûte 50 centimes, 75 centimes. Oui. Voilà. Et la coupe Dennis Rodman, elle coûte combien ? Elles sont toutes au même prix par contre là, tu vois, ils ont pas Mais pareil, les vêtements ça peut coûter jusqu'à 5 000, 6 000, 10 000 trucs de WC. Enfin c'est toujours pareil, ça te pousse toujours dans le mode de jeu, te pousse à dépenser ton argent. C'est un peu moins pire que les dernières, mais c'est toujours un des gros points noirs du jeu. Par contre, il y a eu le mode mon équipe pour ceux qui aiment par exemple FUT. Voilà, c'est la même chose mais pour le mode basket. Ils ont revu totalement le mode et cette année c'est vraiment super sympa. Avant c'était un peu plan-plan, etc. Ça sera super sympa d'avoir tes cartes, de jouer avec des compétitions en ligne dans le mode mon équipe, avec justement un tournoi de 250 000 $ cette année qui est fait pour ceux qui aiment ce jeu, qui aiment ce mode de jeu. Donc ils ont vraiment tout revu. C'est vraiment un des points positifs. Il est vraiment très bien le mode FUT cette année. Voilà. Et puis pour finir là-dessus, les modes de jeu attirent l'arigot. Si vous aimez faire du street, vous avez le street. Si vous aimez faire la carrière, vous avez la carrière. Si vous aimez faire du FUT, vous avez du FUT. C'est un jeu incroyable au niveau de ça. Le contenu est monstrueux. Mais le gros du jeu, ça reste quand même le mode carrière. Évidemment, le mode carrière, j'en ai parlé. Donc la mise en scène, j'en parlais de ce nouveau scénario. La mise en scène est quand même mollassonne, hein. Il y a eu des choses qui ont été bien mieux faites avant. L'histoire c'est sympa ce qu'ils ont voulu faire, mais bon, au bout d'un moment, on passe le début, puis après, ça revient à un mode de jeu classique où on évolue, on joue et on gagne des points et on évolue son gars jusqu'à atteindre les 99. Il y a certains trucs qui sont un peu artificiels dans le ressenti, comme les rencontres avec les stars de la NBA, genre il hip-hop chez toi, dans ton canapé, tu sais pas pourquoi. Genre d'un coup, il y a Shaquille O'Neal dans ton canapé, il est là, il veut faire NBA 2K. Ok, d'accord. Et puis j'en ai déjà évoqué évidemment, mais je le redis, parce que c'est vraiment n'importe quoi, l'incitation au pay to win à tous les étages, tout le temps. Alors, tout le temps. À ce sujet, on a Poulpi sur le chat qui nous dit que les coupes de cheveux sont gratuites cette année. Ah non. Que les barbes et les coupes sont 100% free, alors peut-être. Non, moi je les ai payés cette année. C'est moins cher que l'année dernière, mais je les ai payés. Romain, tu voulais réagir, je te voyais. On parle d'un jeu de basket, on est en train de dire non mais les coupes de cheveux et les barbes sont gratuites. Je sais plus, peut-être que je confonds, mais enfin bref, peut-être ils ont juste donné les coupes gratuites, je sais plus, je suis un peu fatigué, je vous l'avoue, mais en tout cas il y a toujours des trucs payants partout de toute façon. Mehdi ? Oui, tu parlais du mode carrière, est-ce qu'il est un peu moins soporifique qu'il y a, je crois que c'était 2-3 ans, celui où ils avaient invité Spike Jones dessus. Spike Lee, tu veux dire Jones, ouais. Là t'as une IA qui te parle, oui, qui te dit c'est ça. bien parce que... Ouais, le problème à l'époque avec Spike Lee, c'était l'histoire était bien, mais en fait c'était bizarre comment c'était amené, c'était pas très bien mis en scène. On savait que Spike Lee, on voyait qu'il avait pas trop l'habitude du jeu vidéo en tant que média. Cette année, c'est mieux fait dans la progression, dans comment ça se passe, etc. Par contre, l'histoire, elle est comme je l'ai dit, elle est un peu plus molle. Hein. Elle est peu plus, tu vois. C'est sympa ce qu'ils ont voulu faire, mais une fois que tu as passé tout le début, ou une fois que tu es arrivé en NBA, en fait, tu rentres dans le truc classique de j'enchaîne les matchs pour gagner de l'argent, pour faire évoluer mon gars. Il n'y a pas grand chose de plus qui se passe dans le mode carrière, quoi. Alors, jeu de sport oblige. Là, on a NBA 2K Context sur le chat qui insiste avec cette question et j'allais y venir justement. Et quid de la compétition du coup ? La compétition, laquelle de laquelle on parle, parce que la compétition dans le jeu en elle-même, elle est très bien retranscrite. La compétition en multi, scène compétitive, je pense. Ouais. La scène compétitive, elle est toujours, il y a toujours le mode Pro-Am, qui est le mode de l'e-sport, où chacun a son joueur, on monte une équipe, et donc il y a toujours ça, il y a toujours les contenus. Cette année, il y a un truc sympa, c'est qu'ils ont rajouté dans le parc, donc le menu Street, qui est aussi en mode compétitif, ils ont rajouté un mode où on va dans les cages et il y a des trampolines sur le terrain et on peut faire c'est NBA Jam quoi.
tu sautes sur les trampolines, tu fais des dunks de malade. Et, c'est assez fou. C'est assez fou ce qu'ils ont rajouté. C'était vraiment cool. Quoi. Bon délire. Ouais, Du coup, il y a pas mal de possibilités en termes Ouais, de NBA 2K reste toujours un jeu qui peut te faire 100 heures et tu passes que sur un mode de jeu, quoi, un seul. D'accord. Et il y en a encore 6 autres auxquels tu peux jouer derrière. Donc ça reste cette année, ça reste vraiment une bonne année, malgré toujours ces points faibles des micro-paiements et des chargements à rallonge. Mais si vous aimez le basket et même si vous l'aimez pas, ce serait dommage de se priver de la meilleure simulation sportive qui existe. Et je le dis d'autant plus que oui, je joue aussi à FIFA et je vous le dis, NBA 2K c'est la meilleure simulation sportive qui existe. Fantastique. Est-ce qu'on peut faire un dernier mot sur le jeu ou est-ce qu'on passe directement à la prochaine critique? Lorraine, Jonathan, ça vous donne envie de jouer au basket? Moi, les jeux de basket, j'ai arrêté après Space Jam. Donc, D'accord. Tu sais qu'il y a Space Jam 2 qui arrive. oui, non, mais je Avec parle LeBron du jeu James. Space Jam. Et Du jeu Space Oui, oui, bien sûr. Il y Mais avait, peut-être que ça va- NBA Jam sur Super Nintendo, on jouait à 2 contre 2, ça c'était hyper Tournament cool. Edition. Sacré thème de menu d'ailleurs. Bon, les Et amis, je juste attends, je reviens parce qu'il parle Dernier point. de l'e-sport Pardon. et la NBA 2K League va reprendre. Il y a eu des nouvelles équipes qui vont arriver. Voilà, pour être très précis, ça reprend début janvier, je crois. Voilà. Très bien, merci pour cette précision. On passe, Jonathan, à l'histoire. Je crois que c'est le thème de cette semaine, C'est ça. avec un peuple et son roi. Alors, Voilà. qu'en as-tu pensé? Alors, il faut déjà que j'avoue quelque chose. Avant de voir le film, j'éprouvais déjà beaucoup de sympathie pour son auteur, puisque, ayant fait cours à des quatrièmes, je sais à quel point c'est difficile à la fois de comprendre et d'expliquer les événements de la Révolution française. Donc déjà, dans une séquence de 6-7 heures, c'est pas évident. Dans un film de 2, ça l'est encore moins, et du coup, c'est évident qu'il faut faire des choix. Celui de Pierre Scholler, qui est donc le réalisateur de ce film, Un peuple et son roi, c'est son 3e film, a décidé donc de raconter les premières années de la Révolution, de 1789 jusqu'à 1793, donc la mort de Louis XVI. On suit donc plusieurs des principaux événements de cette époque, de la prise de la Bastille à l'attaque des Tuileries. Sachant qu'en toile de fond, on va également accompagner plusieurs personnages donc issus de la classe laborieuse parisienne, notamment donc Basile, un ancien voleur de poules qui est joué par Gaspard Huliel, et Françoise, une lavandière qui est jouée elle par Adèle Haenel. Sachant qu'en toile de fond, on va aussi croiser des personnages historiques comme Robespierre, Marat qui est d'ailleurs incarné par un génial Denis Lavant qui est vraiment extraordinaire dans ce rôle. Donc Scholler, son objectif, son projet, c'était de montrer la révolution à partir du niveau du peuple, c'est-à-dire de montrer notamment les contributions des femmes qui est souvent minimisée par les émissions télévisées, par un petit peu les programmes scolaires aussi, les films d'historique qui ont tendance à se focaliser plus sur les images d'Épinal, sur les grands noms afin d'essayer de toucher le plus grand public possible. Là on a un projet ambitieux de près de 17 millions d'euros mine de rien, donc avec des images très soignées, une photo vraiment très très belle, avec le moins de lumière artificielle possible, le moins d'effets numériques possible, des décors, des costumes très recherchés, très respectueux de l'époque, qui font pas cosplay cheap mais qui sont vraiment, on a l'impression effectivement de suivre les personnages en 1789, et avec un travail de recherche de l'équipe du film très pointilleux aussi, puisqu'ils n'ont pas hésité à puiser dans les archives afin de retrouver des discours qui ont été prononcés au moment des débats de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les fameux débats qui agitent la deuxième partie du film dans cette Assemblée nationale sont pour moi le meilleur moment du film, puisque c'est là qu'un peuple et son roi parvient à nous faire comprendre certains des dilemmes politiques qui agitent les hommes et les femmes de la Révolution. Malheureusement, en ce qui me concerne, le reste du film était un peu moins inspiré. Alors, d'après toi, du coup, le film passe un peu à côté de son sujet? C'est plus complexe que ça. Déjà, il y a un manque de contexte, effectivement, qui pose problème. L'explication des causes de la Révolution, il faut savoir que ça fait plus de 200 ans que les historiens s'écharpent à essayer de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette révolution. Donc, évidemment, sur un film, on ne pouvait pas se concentrer sur tout. Là, c'est vrai que le film se concentre notamment sur la famine, sur les problèmes matériels, sur certains problèmes matériels des personnes qui habitent donc dans l'Est parisien, mais il évoque très peu en fait beaucoup de questions qui se posaient à l'époque, notamment les ambitions de la bourgeoisie, les problèmes des privilèges qui sont occultés. Je crois même pas que le mot privilège soit prononcé dans le film une seule fois. Et si ça permet de mettre en avant des acteurs qui sont souvent minimisés, notamment les femmes, comme par exemple la marche des femmes qui est montrée au profit plutôt des États généraux ou de l'Assemblée de Jeune Paume qui elle n'est pas montrée,
montrer. Alors, dans un film, on a le droit de faire, on a à faire des choix. Là, le problème, c'est que le peuple, il est montré, mais c'est une idée du peuple et c'est pas forcément tout le peuple. En tout cas, c'est une certaine idée du peuple. Le peuple, c'est quelque chose de pluriel. Concentrer l'œil du spectateur sur quelques personnages, c'était nécessaire pour assurer une cohérence filmique. Le problème, c'est qu'on voit que le peuple parisien. Les seuls bougres qu'on voit un petit peu paysans, c'est ceux qu'on voit lors du retour de Varennes, du retour du roi de Varennes. Rien donc sur la province, rien sur la bourgeoisie. Rien ou presque sur la noblesse, même en lien par rapport au peuple. Et clergé, du coup? Alors le clergé, le seul prêtre qui a de l'importance, c'est un personnage réel, c'est Norbert Pressac qui est joué par un caméo de Stéphane de Groot, qui est là quelques minutes dans le film pour planter le premier arbre de la liberté, qui est donc un personnage qui est favorable à la révolution, mais qui n'est pas indicateur, qui n'est pas représentatif de l'ensemble du clergé français, de toutes les questions qui ont pu se poser dans le clergé français à cette époque. Le clergé français, sa position a évolué pendant la révolution. Les scènes d'exposition sur les événements, ces scènes-là, soit c'est de la voix off, soit ce sont des dialogues entre les personnages qui sont malheureusement un petit peu forcés. C'est vrai que là, c'est le problème du film qui est obligé de donner un format où on est obligé de donner les informations au fur et à mesure, parfois de manière un petit peu brute. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'un film qui s'appelle Un peuple et son roi ne contienne aucune scène de dialogue entre le peuple en question et le roi. Et pourtant, justement, avec la marche des femmes des journées d'octobre 1789, il y avait l'occasion, même rapidement, de faire un dialogue entre le souverain et notamment les lavandières qui sont au centre de la première partie du film, sans avoir à trop triturer l'histoire, sans avoir à s'écarter de la réalité historique. Mais alors, tu parles de symbolique, est-ce que c'est pas un petit peu... Ah oui, là, non, laissez-moi. Vas-y. Alors, du coup, le roi lui-même, il est très absent, si ce n'est une scène de cauchemar qui est intéressante, mais le problème, c'est que le manque de contexte, on comprend pas exactement tous les problèmes, tous les dilemmes que peut avoir le souverain, tout le contexte de la cour, de la noblesse aussi qui peut faire pression. Et donc le film a effectivement le bon ton de ne pas diaboliser le souverain, et justement il y a une emphase sur tout ce qui est symbolique qui va en fait poser problème par rapport au contexte qu'il aurait fallu déployer pour bien faire comprendre l'époque. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu obligé, et ce sera peut-être le dernier point, mais au vu du poids historique de cette période, justement d'avoir recours aux symboles? Étant donné la résonance de la Révolution, y compris jusqu'à notre époque, c'est vrai que les symboles, c'est souvent un bon moyen pour faire comprendre. Le problème, c'est que la symbolique, c'est souvent mieux quand c'est utilisé de manière subtile ou avec parcimonie. Là, il y a quand même des passages symboliques très forts et très visible, notamment le début du film où le fait de casser les pierres de la Bastille va permettre donc justement aux personnages pauvres de l'Est parisien de voir directement la lumière du soleil, donc qui n'est plus bloqué par la Bastille, par la prison royale. Il y a des symboles qui sont expliqués de manière claire évidemment parce que c'est très, très visible, mais c'est vrai que le problème c'est qu'on perd en explication, on perd en contexte, et du coup je pense qu'on perd aussi, si c'était le but du film, ça ne l'est pas forcément, en pédagogie. Ce serait pas forcément un film qui pourrait être utilisable, c'est vraiment si on va à côté poser le contexte, lui-même le film va manquer de ça, on va pas forcément bien comprendre tout ce qui se dit au niveau de la Révolution. Pour moi, c'est l'échec de ce film, c'est pas avoir réussi à faire comprendre comment les Français, du fait de vouloir se débarrasser de l'ancien régime, ils en sont venus à vouloir se débarrasser du roi, du souverain. C'est ce qui manque pour moi dans le film. Pierre Scholler, il met excellent fait sur l'insurrection, donc son côté intemporel, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, mais il en oublie de préciser en fait le contexte et pour donner de la force justement à ces symboles. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu, et c'est vrai que finalement je trouve que c'est un film qui est louable, avec donc des bons points, notamment sur la photographie, sur certains dialogues, notamment retranscrits des dialogues qui ont réellement existé, mais c'est vrai que il peine à bien faire comprendre tous les enjeux de la Révolution, y compris ne serait-ce que pour le peuple, et c'est vrai que pour moi c'est quand même une bonne piste, en tout cas une piste possible pour essayer de faire comprendre au cinéma, donc pas juste dans un livre, ce qui a pu se passer en 1789 entre Louis XVI et 28 millions de Français. Merci Jonathan pour cette critique plutôt détaillée, effectivement je pense que le sujet l'imposait. Romain, tu voulais rebondir je crois? Ouais, parce que je l'ai vu, alors, je suis globalement d'accord, je trouve que c'est un bon film, mais pas un bon documentaire sur la Révolution française justement. Alors on est justement dans le choix du médium ici, donc on fera la transition avec les jeux vidéo juste après. Mais il y a vraiment des chouettes scènes, une bonne mise en scène. Il y a une photographie qui est vraiment, il y a vraiment des scènes assez intéressantes à voir. Après, si on connaît pas la Révolution française avant de voir le film, je pense qu'on comprend pas grand chose. Et on pourrait dire c'est un peu d'Assassin's Creed Unity d'ailleurs, mais
Par contre, je trouve le point de vue du film intéressant. Alors, tu dis oui, on voit pas la bourgeoisie, etc., ou très peu. C'est ça. Après, on peut pas montrer tout le monde, mais là, pour une fois, on part d'en bas et on donne un grand poids au rôle des femmes dans la Révolution. Et je trouve que ça change un peu. Et pourquoi pas, c'est un point de vue que donne le film, et on peut pas tout montrer. Sinon, après, on tombe dans le côté un peu documentaire. Après, c'est vrai que ne serait-ce que, par exemple, quand le film part des accapareurs, d'essayer de nous expliquer un petit peu qui c'est, justement, quand on parle du peuple et d'où viennent ces problèmes, il y a quand même des gens, sans désigner forcément des noms ou d'autres choses, c'est vrai que ça aurait été bien peut-être de remettre ça un peu plus en contexte. Maintenant, c'est sûr que justement, rien que le fait de voir qu'il y a eu des femmes qui ont participé à des événements forts, de la prise de la Bastille aux journées d'octobre, la Révolution, ça, rien qu'en soi, je pense que pour beaucoup de gens, ça va être une découverte. Ouais, complètement. Ouais. Florent ? Oui, moi j'avais une question concernant le jeu des acteurs. Non, honnêtement, la plupart des acteurs sont quand même très même bien. Gaspard Ulliel. Ouais, non, là. Oui. Basile. Ouais. En fait, Basile, il a pas tant de mots que ça à prononcer quand on y pense. Donc, honnêtement, heureusement, peut-être. Voilà. Mais, franchement, là, il s'en sort plutôt. Je dis, il y a Denis Lavant qui, vraiment, son rôle de Marat. J'ai vu que dans la bande-annonce, il y a Laurent Lafitte aussi. Voilà, il y a Laurent Lafitte en roi. Alors, pour coup, Laurent Lafitte, lui non plus, le roi n'a pas tant de choses à dire. Donc, il essaie de faire passer le maximum d'émotions avec son jeu d'acteur. Maintenant, le problème, c'est que là, je pense que quelqu'un qui est pas, effectivement, pas au fait du contexte de la Révolution va pas forcément comprendre ce que le roi peut penser, va penser, et c'est vrai que c'est à part la scène de rêve, donc où Louis XVI rêve de ses ancêtres et qu'effectivement on voit qu'il a peur de les décevoir, de pas être à la hauteur, sinon on sait pas grand chose sur ce que veut le roi en fait. Ouais. Mais pour une fois, Louis XVI, je trouve, ils l'ont un peu réhabilité, alors qu'on le voyait dans des films. Il n'est pas du tout diabolisé. Ouais, alors des films assez classiques comme 1789, Les années terribles, qu'on utilise beaucoup en classe d'ailleurs, c'est un peu le film documentaire un peu par excellence, où souvent Louis XVI, on le représentait par le roi bedonnant, faible, qui subissait tous ces événements. Là, avec, j'ai oublié le nom de l'acteur déjà. Laurent Lafitte. Merci. Là, par contre, on voit un roi assez digne, qui subit quand même, et malheureusement, on le voit pas assez parler, notamment la scène où les députés donnent leur verdict sur la mort ou non du roi. Je crois que normalement le roi prend la parole devant l'Assemblée nationale à un moment justement de son jugement, et là on le voit pas du tout. Ça m'a un peu déçu. Mais au moins il y a une autre image de Louis XVI qui est donnée. C'est ça, on voit son côté familial, mais pas forcément tout ce qu'il peut penser, tout ce qu'il peut faire. Maintenant, il n'est pas du tout diabolisé. Ouais, complètement. Ouais. Mehdi, Lorraine, un dernier mot avant qu'on referme ce grand chapitre de l'émission. Ça ira pour moi. Très bien. Non, moi pareil, je sais pas. Moi, il me semble que j'ai un pote qui joue dedans, par contre. Ah ouais, il avait un petit rôle. Tu nous donneras cette anecdote après la pause, Ouais. peut-être. Très bien. On va s'écouter One T, Music is the One T, Odyssey. Odyssey tient donc Assassin's Creed. Ah ouais, t'as vu comment je suis trop fort. Ah, mais c'est vieux ça. À tout de C'est un suite. métier. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. On est toujours avec Romain Vincent. Tout va bien? Mais oui, toujours. T'as apprécié la pause musicale? Ouais, ça date un peu, mais c'est très bien. On est dans le sujet, hein, Romain. Et avec Mehdi, toujours. Très bien. Tout va bien? Ça bouge Fantastique, pas. tout le monde est prêt pour le débat. On va parler d'histoire cette semaine pour la sortie de Assassin's Creed Odyssey. Rappel qu'on y a joué, que la critique attendra la semaine prochaine. Donc on s'en servira comme point de base, point de départ de ce grand débat. Les amis, je propose qu'on y aille. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors, jeux vidéo, audiovisuel, bande dessinée, l'histoire est toujours un fond assez utile pour raconter des histoires, des petites histoires on va dire. La première question que je vais vous poser, c'est quelle place d'après vous occupe la reconstitution dans la narration d'une histoire? Je pense Romain par exemple, on parle d'Assassin's Creed pour commencer. Quel est ton regard sur la façon dont Ubisoft convoque l'effort de reconstitution dans ces jeux? Voilà, on pourrait en parler 2 heures, mais c'est assez amusant puisque à la base Assassin's Creed, il y a une méta-histoire toujours autour de la série, c'est-à-dire que comme il s'appelait le héros là-bas, Desmond Miles, qui avait été recruté plus ou moins de force par la société Abstergo pour utiliser une machine qui s'appelle l'Animus, et c'est ensuite, après à chaque fois cette petite introduction où on était plongé dans un contexte historique. Donc déjà l'histoire sert la fiction. Ce qui est assez intéressant, il me semble, d'ailleurs que dans Odyssey c'est un peu le cas, mais au fur et à mesure de l'avancée de la série, cette méta-histoire elle disparaît. Il y a quasiment plus, je crois que dans Unity il n'y avait plus rien. Elle est revenue un petit peu avec Origins là et Odyssey avec une nouvelle héroïne, mais ça reste très 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 petit. Ouais, voilà, alors que dans le 1, le 2 et le 3 beaucoup, je crois que le 3 je l'avais fait en entier, il y avait énormément de passages dans la période contemporaine qui étaient pas très intéressants, parce que le cœur des Assassin's Creed c'est de base la reconstitution
visuelle, parce que ça on va en parler évidemment, une reconstitution visuelle de l'histoire qui passe par évidemment une ville qui se veut visuellement réaliste, par des monuments reconnaissables, par des symboles aussi, on en parlait tout à l'heure, immédiatement identifiables pour les joueurs. Donc déjà c'est une reconstitution historique avant tout matériel, et qui peut être déformée, mais qui est déformée souvent pour des raisons ludiques avant tout, et pas pour où ça arrive plus en seconde lecture, mais peut-être pour des raisons idéologiques et économiques. Quand on analyse les Assassin's Creed en tant que prof d'histoire, c'est vrai qu'on aime bien faire ça, faire ce qu'on appelle du fact-checking, c'est-à-dire on prend qu'est-ce que dit le jeu et qu'est-ce que disent les livres d'histoire, et on est là, on fait la comparaison. Pourquoi pas, mais je pense qu'en faisant ça, on perd une grande partie de ce qu'est un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avant tout, l'histoire elle est déformée pour des raisons ludiques, comme au cinéma, c'est déformé pour des raisons de mise en scène, et pas parce que les développeurs ils savent pas lire un livre d'histoire et qu'ils se trompent sur la date de la destruction de la Bastille ou de l'implantation du drapeau tricolore. Pas forcément à cause de raisons idéologiques non plus. Oui, voilà, non plus. Je pense ça. Après, il y a des propos qui passent. Voilà. Plus une vision sociale de l'histoire. On en reparlera pour Odyssée peut-être. Mais voilà. L'histoire est déformée pour des raisons ludiques, des raisons du médium en fait. Parce que moi, en tant que non féru du tout d'histoire, quand je joue à Assassin's Creed, j'ai l'impression quand même que les développeurs ils essayent de rester le plus fidèle possible. Enfin, ils savent qu'ils font un jeu, donc comme tu l'as dit, il faut qu'ils adaptent certaines choses, mais j'ai l'impression qu'ils essayent de rester le plus fidèle possible à l'histoire avec un grand H, non ? Oui, il y a toujours une période qui est réaliste. On parlait de la Révolution française, la Révolution industrielle pour Syndicate, la guerre du Péloponnèse pour Odyssey. Il y a toujours des dates en fait. C'est-à-dire on part de telle date et on va jusqu'à telle date. Et ça, oui, on va sur Wikipédia ou dans un bouquin et ok, c'est vrai. Après, faut voir à chaque fois dans la narration du jeu, cette fois du récit fictif, est-ce que cette fiction sert l'histoire ou pas. Dans Assassin's Creed 3 sur la Révolution américaine, ils avaient tendance à le suivre. C'est-à-dire que notre personnage Connor aidait plutôt les révolutionnaires américains, et on prenait justement part dans certaines batailles historiques de la Révolution américaine, de la guerre d'indépendance américaine pour être un peu plus juste. Par contre, dans Assassin's Creed Unity, on passe complètement à côté de la Révolution française. On fait quasiment rien, je crois, de la Révolution française dans Unity. Donc, on rencontre Marat et Bonaparte, je crois, c'est tout. C'est juste pour avoir le contexte, en fait. C'est juste pour être dans un contexte. Ouais, dans un contexte. Disons que là, on est dans une vision du jeu vidéo où le cadre, la mise en contexte sert à appliquer un gameplay et s'y prête, et après on fait une espèce de grand parc d'attractions avec différentes quêtes, etc. C'est l'histoire comme cadre en fait. Puis c'est un cadre exotique aussi. Mehdi, toi qui es enseignant à l'ICANN, quel est ton regard là-dessus justement sur la reconstitution d'environnement ? Ouais, on va essayer de répondre aussi à la question. Moi je pense que Romain a posé déjà un élément qui est intéressant, c'est jusqu'à quel point, limite des fois jusqu'à l'absurde, on suit à la lettre effectivement la donnée historique réelle, fondée ou pas. Moi j'ai envie de dire, la place de l'histoire pour répondre à ta question, c'est pour l'instant c'est trop dans ce qu'on a comme type d'expérience de jeu qui pourrait se rapprocher. Il y a Assassin's Creed, il y a eu les Rise of the Argonauts, il y a eu Rise tout court ou Rome, je sais plus, Rise tout court, c'est Rome. Donc pour moi je pense qu'il y a quelque chose où c'est vraiment se cacher, on met l'histoire à tout crin dedans. Après il y a un deuxième exemple qui est, on peut essayer de prendre ces données d'histoire, faire en sorte qu'elles soient vraisemblables et plus ou moins fondées, et essayer de les faire rentrer en résonance avec l'actualité d'aujourd'hui. Il y a un Assassin's Creed qui est très peu cité, qui est Liberation, qui est sorti entre autres sur PS Vita, dans lequel pour une fois j'ai eu la sensation qu'on ne mettait pas un personnage féminin au chausse-pied. C'est-à-dire que déjà elle avait vraiment un intérêt dans la narration. C'était pas par exemple comme le 3 où nous a vendu ce côté de ce personnage amérindien, effectivement, notamment pour rester dans le concret du game design, le 3, aussi bon soit-il, j'ai décroché parce qu'on avait pour un peu parler aux personnes qui jouent pas aux jeux vidéo, on avait des allers-retours insupportables entre une espèce de le hub de la ville, donc le lieu central de la ville, et le lieu, la terre, donc des Amérindiens, parce que c'est un personnage métis, qui fait que au bout d'un moment, on n'a pas envie de faire ce trajet, ou alors on nous le fait trop parce qu'on veut nous passer à tout prix. Regarde, tu vois, c'est la donnée historique. Il y avait des métissages, c'était rare, mais ils souffraient. Tu comprends. Je pense que ça peut être fait plus subtilement, autant d'un point de vue narratif qu'en termes d'expérience de jeu. Et le dernier
point pour relancer la question, c'est que c'est un contre-exemple que je donne toujours. Les Japonais se débrouillent beaucoup mieux que nous à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que bon, ils n'ont pas ce poids de l'histoire qu'est la nôtre européenne, et aussi parce qu'ils sont pas dans un truc qui est très français. Je parle surtout de ce que je connais un minimum, qui est une tendance un peu du façadisme, comme on a dans l'architecture, de se dire on garde à tout prix, on n'essaye pas de construire autour, il faut pas retoucher, et on se retrouve avec les productions japonaises avec beaucoup plus, mais je vais pas trop anticiper, du chrony ou qui permettent de tisser autour et de donner des trucs des fois un peu excentriques, mais qui marchent, qui accrochent les plus jeunes générations et qui des fois permettent même d'un peu plus retenir certaines données, pas toujours. Je pense que Romain mettra de l'eau dans mon vin. Ça, on en parlera après, mais les Japonais ont l'air de beaucoup plus jouer avec l'histoire, alors que côté occidental, on est plus Oui, on a un Jeanne d'Arc avec un Richard Cœur de Lion qui est vraiment zoomorphe en fait, qui a une bouche de lion. Donc ça, c'est génial. Mais est-ce que c'est pas une question de maturité du médium aussi ? Et là, je me tourne vers toi, Lorraine. Est-ce que on n'a pas peut-être eu cette même question à un moment dans l'histoire du cinéma qui s'est posée, où la documentation et l'impératif de dramaturgie se court-circuitaient mutuellement, et que finalement, c'est avec le temps qu'on a réussi à trouver un bon équilibre entre les deux ? Là où en fait, de toute façon, un film, ça va montrer une certaine partie de l'histoire et une certaine partie de ce qui s'est passé en s'attachant à un ou deux personnages, mais en fait, tel qu'on nous l'a raconté. Et est-ce que ça va juste servir un contexte ? Est-ce qu'on va juste savoir que ce personnage est présent, ou est-ce qu'on va s'intéresser vraiment à lui entièrement, que ça va être le personnage principal ? Et c'est assez différent en fait du coup. Parce qu'à une époque, on avait beaucoup de films historiques très longs, avec notamment une vraie bulle des péplums. Où c'était vraiment sur un personnage central et on le voyait évoluer. Après, dans le cinéma américain, c'était totalement romancé parce que ça colle à l'histoire, mais pas du tout autant que ça devrait en fait. Jonathan, tu voulais rebondir ? Justement sur le cinéma, moi j'avais vu un film en début d'année qui m'avait pas mal marqué, c'était Les Heures Sombres, qui était justement concentré sur Churchill, donc au tout début de son premier mandat de Premier ministre, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et justement, il y avait l'idée qu'il y avait des scènes dedans qui étaient clairement fictionnelles, mais qui permettaient de comprendre notamment les dilemmes du personnage, surtout par rapport aux nazis qui risquaient d'envahir ou pas l'Angleterre. Et je trouvais ça intéressant des fois de s'écarter un petit peu de la réalité historique, en tout cas de la vraisemblance historique, pour expliquer qu'est-ce que le personnage pense, pourquoi il pense comme ça et pourquoi il va continuer par exemple de s'affirmer contre les nazis, alors que tout ce qui paraît raisonnable, ça serait de négocier une paix avec Hitler par exemple. Mehdi ? Oui, de toute façon on élargit, c'est le propre d'Hyperlink justement d'être sur la pop culture, mais pour vraiment répondre à ce niveau-là par rapport aux jeux vidéo, il faut savoir qu'on est sur une grammaire spécifique. C'est toujours l'éternel problème de coller ces grammaires et ces dynamiques du cinéma, voire de la littérature sur le jeu vidéo, et c'est pas ça dont il est question. Ce qu'il est question quand quelqu'un achète un jeu, c'est d'avoir une expérience de jeu plaisante. Mais, petite nuance, c'est pour ça que le cas d'école Assassin's Creed et les jeux vidéo historiques entre guillemets en règle générale posent vraiment un débat. La preuve, c'est qu'il y a cet équilibre qui est progressivement depuis quelques années un peu imposé, comme ça peut l'être dans les logiques des blockbusters américains, c'est-à-dire voilà, tiens, on te donne ton effet waouh, comme il y a eu à l'époque un Sinbad qui donnait ce mix entre mythologie, voire données factuelles historiques et action. C'est la vitrine aussi d'une avancée technologique avec notamment Sinbad et tout ça. Oui. Et ça je pense qu'on aura le temps d'y revenir après. Il y a eu pas mal de chercheurs d'ailleurs qui sont intéressés à cette question-là, dont une chercheure qui a eu un article, c'est Romain d'ailleurs qui l'a publié il n'y a pas très longtemps sur Twitter dans la revue Le Monde, et qui a interrogé justement la véracité et aussi le contexte vraisemblable de l'époque dans le dernier Assassin's Creed Odyssey. Donc là ce que tu nous dis, c'est que c'est pas uniquement une question de maturité du média, mais que c'est aussi qu'il faut intégrer un troisième facteur qui est le fait qu'il faut que la reconstitution soit plaisante à parcourir. Ouais, il y a ça, et puis la réalité elle est claire, c'est-à-dire que là on a une production Ubisoft, c'est toujours le côté genre on les bâche, mais bon, ils offrent des grosses productions, des œuvres de qualité de manière globale sans arrondir les angles, mais ils sont pris dans un truc spécifiquement Ubisoft qui est que ils sont dans un truc, mais j'ai l'impression que c'est toutes les boîtes et tous les éditeurs confondus, c'est-à-dire ils sont dans un truc où ils veulent plaire vraiment à tout le monde. Donc rien que dans le Odyssey, pour les quelques heures que j'ai joué dessus, j'ai l'impression de voir le dernier Zelda sur Switch, j'ai l'impression de voir toutes les données des plus gros jeux qui sont donc forcément arriver à faire un équilibrage qui soit plus ou moins plaisant, c'est difficile. Ils s'en sortent pas trop mal d'ailleurs, mais c'est délicat à maintenir. Et alors tu pointes du doigt un truc assez intéressant, et là j'aimerais avoir votre avis autour du plateau là-dessus, c'est la question de la neutralité dont se revendique Ubisoft, c'est-à-dire
disons, comment Ubisoft met en avant cet effort de reconstitution. C'est-à-dire, est-ce que Ubisoft gagne à revendiquer une neutralité ? C'est-à-dire, ah non, on n'a pas voulu mettre de regard sur cette réalité historique. C'est au joueur de faire ce qu'il veut dans le jeu et de se faire sa propre expérience. C'est notamment le cas avec Assassin's Creed Odyssey. Il me semble que c'est William Oduro dans Le Monde qui avait dit que c'était plutôt une carte postale et qu'au final Ubisoft refusait. C'est la chercheur qui a dit ça. C'est le chercheur qui a dit ça. Oui, Laurie Noria-André qui parlait de ça. Et merci pour la précision. Et du coup, est-ce que pour vous, Ubisoft gagne à revendiquer cette neutralité, ou est-ce que, combien de temps ils peuvent tenir une position? Ils peuvent pas. Dès le premier épisode, il la tenait pas. C'est-à-dire qu'on peut pas être. Ou alors c'était grotesque. On peut pas. Comment on peut faire une œuvre de fiction? Moi, je connais surtout le jeu vidéo, mais pour le cinéma, la littérature, je pense à la même chose. Comment on peut faire une œuvre de fiction et être neutre en même temps? Enfin, je veux dire, on donne le point de vue d'un auteur. C'est ça le truc. Bien sûr. De toute façon, on ne raconte que ce qu'on nous a raconté. On l'interprète déjà une interprétation. Donc à partir de là, c'est déjà des choix entre guillemets politiques. C'est déjà des choix qui sont faits. Et un film, ça se fait à partir de là. Après, moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'y intéresse énormément. Mais quand je vais voir un film historique, c'est pour après faire des recherches sur la véracité de ce que j'ai vu et où est-ce qu'il y a des erreurs, où est-ce qu'ils ont romancé ça et plein de détails qui manquent. Et moi, je trouve ça assez génial. Jonathan ? Et puis, tu parles de la neutralité d'Ubisoft. Rien que le fait que Ubisoft, très souvent au début de leur jeu, disent que ça a été fait avec une équipe plurielle, très diverse, de plein de sensibilités, rien que ça, c'est pas neutre. Et rien que ça, c'est une volonté de vouloir embrasser, alors d'être le plus respectueux possible, mais rien que ça, c'est pas neutre, parce que tu peux partir avec une volonté, alors n'importe quelle volonté, au départ quand tu fais ton jeu, de vouloir avoir un propos, raconter quelque chose. Là, effectivement, rien que de vouloir, effectivement pour eux, ce qui semble être le cas, mettre l'accent sur le gameplay et avoir quelque chose de vraisemblable autour, de crédible, pour qu'en gros on se dise pas mais là ça n'a rien à voir par rapport à ce que je sais sur l'histoire, je joue à un jeu qui me dit n'importe quoi. Même ça, finalement ça va les forcer des fois à faire des petites contre-vérités ou d'autres choses, mais rien que ça, c'est une posture qui est pas neutre. Je pense que de toute façon, pour essayer de répondre un minimum à la question de neutralité, si on a plus 15 ans ou qu'on a eu son bac de philo, on sait que la question de neutralité, c'est un mythe à échelle globale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux types d'engagement. Dans le jeu, il y a la dimension plaisante dont je parlais tout à l'heure, à savoir comment on game design un jeu pour qu'il soit attractif et qu'il tienne quelqu'un en haleine. Et puis il y a le fait même dans les choix qu'on va pouvoir faire dans le jeu, en particulier quand on est face à des jeux qui représentent des périodes historiques. Là même ça ouvre l'éventail parce qu'on a l'interprétation des game designers qui nous donnent des embranchements par rapport à leur propre interprétation comme ça vient d'être dit par rapport au cinéma, et en plus de toute façon tout acte en soi est forcément politique, s'il faut utiliser des gros mots, parce qu'on s'engage et donc forcément on dit quelque chose de nous et on dit aussi quelque chose de la société dans laquelle on est prise, même en jouant dans des places. Ça me rappelle une émission qu'on a fait l'année dernière. Laquelle, pour être précis? Le jeu vidéo est-il politique? Oh là là, oui, effectivement. Écoutez les replays, c'est toujours important. Merci Florent. Du coup, peut-être un dernier point sur est-ce que le jeu vidéo, au même titre que le cinéma, aurait une responsabilité de pédagogie, ou est-ce que justement il gagne à ne pas revendiquer forcément une responsabilité pédagogique d'enseigner l'histoire ou Alors il y a deux choses, si je peux me permettre de répondre. On parle beaucoup d'Assassin's Creed. Pour moi, Assassin's Creed, c'est pas un jeu qui est créé pour être pédagogique de base, c'est un jeu qui est créé, comme on le disait, pour être ludique, pour amuser les gens, le plus de monde possible, et que les gens ils trucident des gardes romains et des trucs en s'infiltrant et ils s'amusent. Par contre, après, il y a Ubisoft, là on peut le souligner, l'année dernière ils ont sorti le Discovery Tour, je sais pas si vous avez pu le tester tous les trois. C'était quand même quelque chose qui était pas mal dans le côté, on veut essayer quand même vu la base qu'on a dans Assassin's Creed Origins, de faire un mode pédagogique pour ça. Donc je crois qu'il y a d'autres sociétés aussi qui essayent de faire un peu le même genre de choses, mais on s'écarte, on n'est plus dans un jeu vidéo. C'est ça, on met le jeu de côté et on rentre dans une... Exactement. On est dans un truc en 3D de réalité virtuelle presque, et on se balade. Voilà. Mais c'est plus un jeu. Tu vas avoir des jeux à vocation plus pédagogique ou plus de réalisme, par exemple Soldats de la Première Guerre mondiale. Tu vas avoir Soldats inconnus. Voilà. Et justement, tu vas avoir des jeux qui vont avoir, comme pour les films, une prétention à être plus divertissant, et tu vas avoir des jeux et des films qui vont avoir une prétention plus documentaire. Voilà. Après, l'important c'est d'avoir une offre diverse.
Ouais, mais à chaque fois, l'équilibre du ludique dans Soldat Inconnu est extrêmement précaire. Oui. C'est-à-dire que le jeu est coupé en deux. En fait, on a des énigmes qui sont complètement détachées du contexte historique. C'est des petits puzzle games. Et ensuite, on a la narration qui nous parle souvent en intro de la mission du contexte. Très bien. Et on a aussi, en plus, des fiches pédagogiques qui apparaissent. Donc, pas un gros aplat de texte avec une photo historique, machin. Parce qu'on se dit là, il faut que le joueur apprenne. Je sais pas si t'as vu, il y a un jeu qui va arriver, là, 11-11. Oui. Là, oui, eux, ils ont l'air de rechercher vraiment à essayer de faire un jeu en faisant apprendre des choses. Oui, petits pas. Ouais. J'ai discuté récemment avec le directeur créatif du jeu, Johan Faniz, et ça va être bien plus intéressant justement d'étudier qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre avec un jeu vidéo avec 11-11 plutôt que Soldat Inconnu où là c'était complètement séparé. Et je reviens à ce que tu disais concernant les jeux Assassin's Creed qui sont pas évidemment pédagogiques explicitement. Ça c'est vrai. Après il y a peut-être deux discours chez Ubisoft. Je pense qu'il y a le Ubisoft développeur où eux, ils développent des jeux vidéo. Après, il y a le Ubisoft Marketing qui, dans leur discours, essaye un peu de faire passer un peu plus que c'est un peu plus qu'un jeu. Bien sûr, il faut faire raquer 60 € aux parents pour acheter le jeu aux enfants. Évidemment. Et tous les Assassin's Creed ne se valent pas, juste pour aller rapidement. Par exemple, Assassin's Creed 2 sur Florence était très détaillé sur les bâtiments. Je crois. Voilà, donc, mais détaillé dans le Wikipédia du jeu, c'est-à-dire hors du jeu. Donc c'est toujours le même problème. Comment on fait pour parler d'histoire Vas-y. Et je sais plus ce que je veux dire, et faire apprendre du coup des choses factuelles tout dans en le jouant. Dans le gameplay et pas quelque chose qui là c'est le grand mystère périphérique au gameplay, c'est vrai. Disons, tout est une question aussi de l'état de l'historiographie et puis de pas mal de choses là-dessus, de qui ils emploient pour faire justement cet effort de reconstitution aussi, parce que c'est des équipes différentes à chaque jeu, ils font appel à différents chercheurs. Les spécialistes à chaque fois. Les amis, je pense qu'on a atteint la première partie du débat. Je cite Pseudoless sur le chat qui nous dit que la neutralité d'Ubisoft c'est surtout pour plaire au plus de monde possible et éviter de froisser, il faut bien vendre. Ce qu'on vient de dire. Ils entretenaient légèrement une sorte de flou sur la question de la pédagogie au début et comme ça leur est revenu dessus, ils se sont calmés et je pense qu'avoir des créatures mythologiques comme dans Origins ou Odyssey coupe court à la discussion. Ça c'était vachement bien. Mais le Discovery Tour il pose un autre problème entre guillemets. Enfin, il donne bien l'impression que si le jeu vidéo veut être pédagogique, veut être éducatif, faut enlever le jeu. Donc c'est ce qui s'est passé en fait. Les Discovery Tour, c'est une série de visites guidées. Pédagogique entre guillemets parce qu'il y a les histoires ils ont couvert les organes sexuels sur les statues, tout ça. Voilà, bref. Ça c'est une grosse limite. C'est scandaleux même un peu, je trouve. C'est un sujet qu'on approfondira davantage dans la deuxième moitié du débat parce qu'on commence un petit peu à mordre dessus. Les amis, on va s'écouter le canonique, l'incontournable Baba Yetu de Christopher Tin sur la bande son de Civilization 4. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. On est toujours avec Romain, Vincent, et on est avec Mehdi Desbabies, Organi toujours. Vous avez apprécié la pause musicale ? Très bien. On a quelqu'un sur le chat qui l'a apprécié, je crois qu'il s'appelle Pseudoless et il chante Touillette. Donc Pseudoless, je te déteste parce que maintenant je vais l'avoir dans ma tête en permanence dès que j'entends ce morceau. Il parle trop, Pseudoless. On t'aime, mais tu parles trop. Alors pour l'anecdote, il me semble que c'est le premier morceau de jeu vidéo qui a eu un Grammy. Parce qu'il était disponible sur un autre album extérieur au jeu vidéo, donc il s'est pas fait connaître pour ça au Grammy. Mais pour la petite anecdote, c'était au Grammy 2004, si je dis pas de bêtises. Ou sinon, Gotos me corrigera. Pardon ? Je pense que tu as raison, oui. Ah, voilà. Très bien. C'est super. Pour une fois. Merci, Maître Capello. Pour une fois. On avait commencé avant la pause à parler un petit peu des usages pédagogiques du jeu vidéo. Je propose qu'on embraye directement, puisque la transition comme ça est toute faite. Quels sont, vous deux, en tant que professeurs, les usages que vous faites du jeu vidéo dans l'enseignement de l'histoire ou de l'histoire dans l'enseignement du jeu vidéo à l'inverse? Romain, peut-être pour commencer. Alors oui, je connais bien le sujet vu que déjà c'est vrai que j'en utilise moi-même dans ma pratique et récemment j'ai terminé un master en sciences de l'éducation qui portait justement sur ce sujet. En gros, qu'est-ce que font les enseignants actuellement avec les jeux vidéo en France? Alors on a deux grands types d'usages. Alors je vais rester d'abord sur les usages historiques. C'est vrai que des jeux comme Assassin's Creed, Civilization, Battlefield 1 sont rentrés dans les salles de classe. Mais ce qui est assez intéressant, si on va plus loin du discours de on utilise tel jeu en classe, point. Si on va un peu plus loin et qu'on rentre dans les salles de classe, voir un peu ce qui se fait, on s'aperçoit que le jeu vidéo rentre, mais pas l'activité ludique. C'est-à-dire qu'en gros, alors pas que pour des questions de matériel ou de violence en fait, parce que c'est pas que sur ça que ça se joue, la construction d'un cours avec jeu vidéo. Mais oui, alors c'est-à-dire que Assassin's Creed devient, alors pour ma part, je l'utilise avec, j'enregistre un de mes gameplays sur le tout premier épisode de la série qui se passe pendant la troisième croisade, donc pendant le Moyen-Âge, et je fais étudier
étudier mes élèves là-dessus. Ensuite, on compare justement la ville de Damas, donc je montre avec mon gameplay, à la carte historique du jeu. La carte historique réelle, on va dire, et on fait un petit exercice en fait d'éducation aux médias. Et globalement, c'est ce qui se passe en fait quand le jeu vidéo rentre à l'école, c'est qu'il est toujours couplé d'un exercice scolaire à côté, où les élèves, en histoire du moins, jouent soit très peu ou soit pas du tout. Donc déjà on a ça. Après on a un autre type d'usage où là les élèves jouent. Mais c'est une activité ludique extrêmement cadrée. Alors on a l'exemple des serious games où l'objectif pédagogique est explicite et où le fun n'y est pas en fait, sans trop de suspense. Ou alors on a des jeux encore une fois du commerce, par exemple le cas de Minecraft est très intéressant. Minecraft rentre beaucoup en maths, en technologie aussi, mais le professeur cadre énormément l'activité ludique. C'est-à-dire vous construisez tel bâtiment et pas un autre, par exemple en Minecraft. Donc c'est une activité ludique qui est vraiment sabrée en fait au profit de l'intérêt pédagogique. Donc en fait le jeu vidéo quand il rentre à l'école il est considérablement transformé par le contexte. Et ça c'est important de le dire parce que après médiatiquement c'est vrai qu'apprendre en jouant ou les élèves jouent à l'école c'est une idée extrêmement puissante et très vendeuse, je veux dire. C'est séduisant. Ah bah oui, bien sûr, mais qui n'aimerait pas apprendre en jouant sans effort, de manière quasi inconsciente? Ça serait génial. Disons que c'était la grande promesse de Cocktail dans les années 90, déjà avec Adi et Adibou. Oui. Il fait le lien avec Before eSport, t'as vu, incroyable Adibou, t'as vu? Bah il vient de là, son pseudo. Et oui. Mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, sur le plan opérationnel. C'est-à-dire, d'une part, pour assurer la bonne concentration des élèves, être sûr que ça court-circuite pas, l'objectif pédagogique, et puis surtout même la question même technique, c'est-à-dire qu'il faut des consoles ou des PC. Ah bah oui. Et ça, la question des installations, c'est très très important. Alors je sais pas si du coup comment tu l'as ressenti toi dans des cas pratiques. Bah soit on joue à des vieux jeux. C'est-à-dire que moi en 5e également pour introduire le Moyen-Âge, j'utilise le jeu Stronghold, qui est pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est un SimCity médiéval où là les élèves jouent pendant 1 heure environ et ensuite on rentre en classe et on débriefe le jeu, on débriefe ce que l'on a fait. Et c'est par le débriefing que l'apprentissage commence et pas pendant le jeu. Parce qu'il y a encore un truc qu'on confond quand on parle de jeux vidéo et leur potentiel pédagogique, c'est qu'on estime que vu que dans le jeu vidéo il y a un contenu culturel, quel qu'il soit, et bien en y jouant, on pense qu'on pourrait l'apprendre. C'est pas évident parce que déjà en jouant le premier apprentissage qu'on fait c'est d'apprendre à jouer, c'est-à-dire d'apprendre le gameplay, d'apprendre les ressorts, les règles, etc. Donc déjà cognitivement ça prend de la place. Ensuite en deuxième on a le récit. Par exemple on va plus apprendre le récit d'Assassin's Creed Odyssey plutôt je pense que le déroulement de la guerre du Péloponnèse. Donc déjà ça prend beaucoup de place. Ensuite on va avoir ce qu'on appelle les apprentissages collatéraux. Alors est-ce qu'on va apprendre certains faits historiques précis, certains emplacements géographiques aussi. Ça par contre c'est très flou, mais je pense que si on veut réfléchir imaginez ce que des élèves peuvent apprendre après 30 heures de jeu d'Assassin's Creed ou d'autres, je pense qu'on sera assez déçus en fait. Florent, tu voulais réagir? Oui, parce qu'en fait je me dis que c'est pas propre aux jeux vidéo, la pédagogie c'est n'importe quel support média, t'es obligé de faire un décryptage en tant que professeur derrière pour faire apprendre quelque chose à tes élèves, tu peux pas les laisser brut de décoffrage sur quelque chose, enfin ça me semble évident. Donc quel que soit le support, même un livre, un film ou un jeu vidéo. À la différence près que le statut d'objet culturel actuel du jeu vidéo parasite vachement ça. C'est-à-dire que, comme disait Romain, déjà quand on commence à jouer, on apprend. Il y a des mécaniques de jeu à apprendre d'un point de vue ludique. Donc ça, déjà, le simple fait de jouer, ça a toute une histoire. En France, si on balaye le milieu fin du 20e, il y a un rapport au jeu où je pourrais presque prendre le professeur Mikey de South Park. C'est pas les drogues qui sont mal voyées, c'est le jouer, c'est mal voyé. C'est un peu ça, c'est-à-dire il y a toujours cette suspicion. Moi j'ai donné un exemple concret, moi j'ai déjà aussi travaillé avec des médiations culturelles avec des enfants, et il y a toujours ce côté, ah bon ils jouent mais qu'est-ce qui va ressortir? C'est du jeu, du plaisir, et ça le plaisir en général c'est compliqué, à part chez Herbert Léonard, mais excellente référence. Pour revenir à quelque chose de plus sérieux, c'est aussi c'est quoi les genres vidéoludiques qui sont concernés. On parlait tout à l'heure
d'une auteure, deux d'ailleurs, que je vais citer, excusez-moi, je baisse un peu les jeux, c'est pas très visuel, mais donc Laurie Nuria André et Sophie l'école Solinknin, qui dans un article, je donnerai les références sur site et compagnie, il résume très bien ça, dans le sens où elle résume très bien ça en disant que leur recherche se porte surtout sur deux types de jeux. Romain en a beaucoup parlé, donc les jeux action RPG comme notamment Assassin's Creed Odyssey pour rester raccord, et les autres c'est les RTS, donc les jeux de stratégie, les jeux vue de haut, top down, ou les God Games, etc. Et déjà moi je trouve qu'on pourrait presque un peu engueuler les game designers de pas proposer des choses un peu plus novatrices. Bon, on pourrait aussi les engueuler parce qu'il y a personne qui aime avoir de l'audace dans le traitement historique dans le jeu vidéo, donc c'est un peu un cercle vicieux en ce moment. Donc voilà, c'est encore deux autres problèmes qui se rajoutent. Ça se fera peut-être via le jeu indé, mais là on ouvre une parenthèse que je n'ai pas envie d'ouvrir. Il y en a déjà. C'est la boîte de Pandore. Il y en a déjà certains. Moi, je cite Banished ou dernièrement Papers, Please. Même Kingdom Come dernièrement, qui est un peu un jeu indé. Avec ses limites. Avec ses limites, voilà. Mais bon, ils ont travaillé avec des historiens, etc. On a This War of Mine aussi, qui est un petit peu une alternative. Disons qu'ils ont des accointances un petit peu. Voilà, on reviendra pas dessus. Jonathan, toi, sur le plan pédagogique, est-ce que tu as déjà utilisé le jeu vidéo surtout les serious games, notamment avec mes. Alors, moi j'ai des 3e prépa pro, donc c'est plus facile pour avoir notamment des séances en salle info et essayer de bosser un peu là-dessus. Mais c'est vrai qu'on arrive au problème. Alors, avec les jeux vidéo, mais aussi avec le cinéma, on est à ce que tu disais. Il faut toujours que le professeur raccorde ça à soi. Alors, les choses qu'on doit faire, comme par exemple bosser sur les compétences, ou alors justement, ne serait-ce que donner le cadre, parce que en fait le jeu ou le film en tant que tel, sans cadre, sans rien, qu'est-ce que va retenir l'élève, qu'est-ce que va retenir la personne qui reçoit ça, sachant que des fois, moi je me souviens qu'on avait eu ça l'année dernière, tous les élèves n'ont pas forcément les codes par exemple par rapport au film pour décrypter ce qui se passe, même des choses simples. 3e prépa pro qui voit quelqu'un qui est recouvert dans un film qui est recouvert d'un suaire pour indiquer qu'il est mort sans que ce soit prononcé, l'élève comprenait pas. C'est des codes qui pour nous paraissent simples, mais qui en fait sont pas compris par tous les élèves. Donc il y a aussi des fois une initiation au cinéma, des fois qu'on peut même commencer à faire, qui commence à être discuté parmi les professeurs. Mais du coup, que ce soit le JV ou le cinéma, dans le milieu scolaire, c'est encore quelque chose qui est vraiment tout début. Mehdi, une toute petite précision en une phrase, aussi les moyens techniques, dans le sens où moi par exemple j'enseigne entre autres dans une école de game design, dans des écoles, collège, lycée ou même université, avoir du matériel fonctionnel, d'une part, ça c'est encore une chose, et la deuxième chose, avoir des trucs logiques, mais des jeux qui ne vont pas forcément demander une connexion internet. C'est bête à dire, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec tellement une exigence de connectez-vous pour on se dit tiens je vais contourner le truc, on va prendre un jeu je sais pas sur téléphone portable ou sur tablette pour les faire jouer, il faut avoir une connexion quasi permanente, donc même ça c'est des éléments extrêmement limitants dans les possibilités de pédagogie en tout genre. Oui, vas-y Romain. Il y a ça, il y a tout le côté matériel, mais je pense qu'aussi s'il y a beaucoup de nos collègues qui n'utilisent pas de jeux vidéo en classe alors que ça a l'air d'être absolument extraordinaire si on suit un peu la pensée magique des fois qu'on a dans les médias, je pense qu'il y a un vrai doute de la part des professionnels d'éducation sur le potentiel d'apprentissage que le jeu vidéo contient en fait, et moi je le comprends tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'en jouant on apprenne des connaissances factuelles. Parce qu'on dit toujours apprendre avec un jeu vidéo, mais apprendre c'est pas aborder un sujet. Apprendre ça veut dire mémoriser sur un temps assez long et pouvoir le remobiliser après. Qu'un jeu vidéo aborde des périodes historiques, oui, mais ça veut pas dire que vous allez l'apprendre. C'est quand même pas pareil. Vous allez comprendre par exemple. Comprendre et apprendre, c'est pas pareil. C'est pareil avec le cinéma du coup. Donc là on revient effectivement, c'est toujours la fiction historique sert, disons plutôt de tremplin que de véritables modes d'apprentissage à proprement parler quoi. C'est ça, et moi ce que je trouve intéressant en fait c'est de coupler des cours d'histoire et des cours de français, histoire de voir en fait plusieurs médias, je sais jamais comment on dit, ça m'énerve. Un médium, des médias, mais on peut dire des médiums si tu veux. Que ce soit dans la littérature, aborder des bouquins ou des romans historiques, des biopics, enfin des biographies de personnages historiques, et en même temps ensuite regarder des films qui ne sont pas forcément adaptés de ces livres-là, mais juste en fait pour
croiser des références. Oui. En fait, Créer de tout l'intertextualité, et c'est à partir de là qu'on peut et en développer. fait, moi en tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait. Pour apprendre en cours, j'ai toujours regardé des films en lisant des bouquins qui n'étaient pas forcément, Mais qui tu étaient l'as en fait rapport avec ça. toi-même Tu Moi, l'as je fait l'ai toi-même ou moi-même. c'était avec Je l'ai fait Parce que toi-même le parce que je pouvais pas le faire à l'école, c'était impossible. Ce que tu dis, c'est un peu une dimension de pédagogie idéale, c'est-à-dire Ouais. quand les programmes peuvent se croiser et quand on sait que déjà dans une discipline pour un prof, et je crois pas que ce soit Romain qui va me contredire, il y a du mal à terminer un Bien programme sûr. en tant que tel, c'est bon, là c'est encore un autre sujet dramatique. Ça revient à Ouais, miser tout sur à le fait, côté mais proactif des élèves. Pour le et c'est coup, pas moi forcément j'ai évident. vraiment eu beaucoup plus de Oui. facilité à apprendre quelque chose en regardant plusieurs, en regardant des séries, en regardant des films, Bien en sûr. lisant des bouquins, Ouais. et même pas forcément des trucs qui sont validés par des profs Ouais. d'histoire. Mais par exemple, moi j'ai regardé Star Trek, et la première série, par vraiment envie de connaître beaucoup plus l'histoire des États-Unis, l'histoire de la guerre froide, du contexte géopolitique dans les années 60, et ça m'a énormément apporté, ça m'a totalement passionné, Ouais, et ça c'est va loin déjà. presque en fait Oui. le premier point qui m'a ouverte vers l'histoire et même l'histoire de France plus tard. C'est C'est déjà un cheminement, c'est une Mais volonté, voilà, c'est pareil, un cheminement. Quels mais, élèves vont arriver à Ouais. avoir ce type de réflexe, justement. Moi, je le vois en début d'année, je demande toujours un peu à mes élèves qu'est-ce qu'ils regardent comme film, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique et à quoi ils jouent. Et les élèves qui vont pouvoir me nommer déjà des Age of Empires, Civilisation, donc déjà culturel, je veux dire ça comme ça, je vois qu'ils viennent d'un certain milieu social. Et donc, parce que l'autre argument d'utiliser des jeux vidéo en classe que j'entends beaucoup, c'est ah bah oui, mais ça permet de raccrocher des élèves en difficulté. Oui et non, parce que encore une fois, un gamin en fantasme, difficulté qui joue à Assassin's Creed, il va apprendre, il va pas s'intéresser, et c'est normal comme une partie des joueurs, je pense, Et puis à même, il ne l'histoire. pourra Et pas puis- prolonger Bah chez oui. lui, par exemple, je se dire pense je vais que c'est continuer à jouer, avoir mon appareil critique qui va se Il faut développer. faire Fortnite cours d'histoire, quoi. Non, mais disons que c'est peut-être Un mode, un appareil de reproduction de capital symbolique supplémentaire. Je le pense de plus en plus que le jeu vidéo, quand il rentre à l'école, il s'embourgeoise un peu, quoi. Puis notamment par certains profs qui, mais moi, Et puis je ça coûte suis cher. coupable aussi là-dedans. Faut Bah oui oublier, aussi. Mais de vouloir voir dans le jeu vidéo plus que ce qu'il est, c'est-à-dire ça. un jeu. Et je me suis entretenu avec beaucoup d'enseignants, j'ai lu beaucoup d'interviews d'enseignants qui se sont interrogés là-dessus. Et, on parle du jeu vidéo comme d'un art, comme d'une œuvre culturelle. Alors c'est pas que c'en est pas, parce que je vais m'attirer les foudres peut-être. Mais en tout cas, c'est plus qu'un jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeu vidéo à l'école, il rentre pas ou très peu, ou alors c'est un jeu très, très faible. Et, Et c'est un autre gros souci parce que pareil, on parle de la pédagogie depuis tout à l'heure, mais même pour les éditeurs, finalement on leur demande pas, ils font du business, on leur demande pas plus. Après, il y a des cas limites comme ce qu'expliquait Romain, dans les cas où comment est-ce qu'ils viennent jouer avec les dynamiques de pédagogie, etc. Ça c'est encore autre chose et je m'exprimerai pas dessus parce que je suis pas assez compétent. Mais on leur demande pas plus, que ça soit une vitrine. Bah oui, c'est un business, c'est effectivement comme tu peux pas demander à d'autres. Donc je vois toujours des gens dans le domaine jeux vidéo ou critiques, etc., qui s'entre-déchirent en disant c'est les nouveaux axes du mal, etc. Non, ils créent des objets, après à chacun de les acheter ou pas. Certes, il y a une mise en avant plus importante parce qu'ils ont des moyens, mais bon. c'est pour ça on parlait d'Ubisoft et Chrome tout à l'heure, donc Oui. Et voilà, on refermera le débat sur ce point. Ok. Voilà. Non mais vas-y, non, mais vas-y, c'est pour ça. Si Non, tu pardon, veux développer, voilà, tu peux développer, mais c'est juste bah on oui, pourrait mais faire un, un deux, débat trois là-dessus. c'est pas depuis hier que l'éducation en France et dans le monde constitue un marché en fait, et donc certaines entreprises qui veulent une partie du gâteau. Voilà, donc on verra avec ce genre de dispositif ce que ça donne dans le. Ah, mais dans le encore une futur fois, aussi, il faut une connexion internet, quoi. Voilà. Bon, Oui. on verra dans 10 ans. Une clé 4G, normalement, ça passe. Ouais. Voilà, Ouais. On verra donc ça. on verra si l'éducation nationale s'en donne les moyens. dans la J'espère décennie pas. qui On a. vient. Je fais mon petit message syndicaliste. Même Faut si faire- Faire un si appel sans à doute. Orange, pense distribuer pas des qu'on ait clés 4G dans les collèges. Je pense pas qu'on ait besoin d'Xbox ou de Voilà. PS4 dans les écoles. Je pense qu'on a besoin de matériel humain, on va dire, et C'est ça, ouais. de ressources humaines. Et ça, c'est de moins en moins le cas. L'appel Voilà. est lancé. Merci dirait pas mieux. les amis. Écoute, j'aspire à vous rejoindre dans les années qui viennent, figurez-vous. Donc bon, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Merci tout le monde pour ce bien beau débat. Ma foi, on n'a pas tout abordé, mais ça nous laisse un petit peu de matière pour une prochaine émission, je pense. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Les amis, je pense que c'est l'heure de sévir et c'est l'heure donc du quiz musical. Je n'ai toujours pas trouvé de calembour cette semaine, donc appel à contribution sur le chat et sur Twitter si vous en avez. Sinon, on appellera par défaut ce quiz Touillette. Je crois que Pseudoless Bravo a déjà Pseudoless, t'as percé. gagné cette manche. Donc un quiz dévoué à la marche de l'histoire. Petite nouveauté cette semaine, ça va être un quiz chronologique, donc on va avancer à travers les époques. Ça peut déjà constituer un indice en soi. Je rappelle les règles, 1 point par bonne réponse. Équipe bleue
Lorraine, Romain. J'espère Équipe que t'as mis rouge, du Battlefield. Florent, Mehdi et Jonathan. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Histoire comme ça, tout le monde ne se chevauche pas et on peut écouter la musique et les auditeurs peuvent jouer aussi. Vous cachez les écrans pour ne pas regarder le chat, s'il vous plaît. Et oui, bande de filous, je vous laisserai pas partir comme ça. Alors, c'est parti pour le premier morceau. Assassin's Creed Origins, bravo équipe rouge. Voilà, vous avez bien compris, c'est le début, c'est l'Antiquité. Donc on est dans les sables. Assassin's Creed Origins. J'ai pas mis Odyssey parce que à mon avis, on n'a pas tous joué autour du plateau. Pas de Ezio-thème, c'est honteux. Pas de Ezio-thème, c'est honteux. Eh oui, désolé. C'était plus tôt, voilà. Donc j'ai préféré remonter à la source, figure-toi. 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Barry Lyndon, bravo Lorraine. 1 partout pour l'équipe bleue. Je t'avais dit, cette semaine, c'est ton quiz. Ouais. Donc, 1 partout, pardon. Troisième morceau. Metal Gear. Ah non, c'est pas Metal Gear, c'est un Metal Gear, mais lequel? Ah ouais, d'accord. Équipe rouge. Ouais. Attends, on a le temps. Ouais. Prenez le temps. Ah, attends, il fait un 4-3-2 aussi. On peut monter un petit peu le son, s'il vous plaît? Parce que là... 4, 3, sinon je te redonne la parole. Metal Gear 5. Non, c'est pas le 5. Équipe bleue. Metal Gear Solid sur PlayStation. Non, ce n'est pas le 1. Ah oui, c'est le 2, c'est 2. Non, équipe bleue. C'est pas le 2, c'est pas le 3. Non, ce n'est pas le 2, c'est... Non. c'est pas le 5, c'est pas le 1. C'est le 3. C'est Metal Gear Solid. C'est Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Non, c'est le thème. Non, c'est le thème de la jungle quand tu as un garde qui te course. Ah ouais, il est assez proche. Voilà, quand il voit une petite herbe bouger, il fait c'est quoi ce bordel? Et puis hop. Ouais, exact. Donc, il faut donner le titre complet. Snake Eater. Oh non, pas le titre complet quand même. C'est pas pour faire le mauvais joueur, mais si on peut avoir un tout petit peu plus. Oui, effectivement, on peut monter un petit peu. Très mauvais joueur. Il faut dire le bon numéro. On va faire un juste prix en fait, avec certains jeux vidéo. Bon, c'est donc 2-1 pour l'équipe bleue. Quatrième morceau. C'est vrai que c'est un quiz un petit peu silencieux cette semaine, désolé. Ah putain. Ça, j'entends rien. Merde. Pardon. Attends, c'est Apocalypse Now? Oui, bravo. Putain, et Lorraine, t'es on fire cette semaine, c'est incroyable. 2 points pour Lorraine, donc 3 points pour l'équipe bleue. 3. C'est tellement rare. Alors un indice, si vous voulez un indice en dehors de votre écran, vous avez PJ qui fait des mimes et qui peuvent aider. Donc 3-1 pour l'équipe bleue. Dernier point pour la beauté du geste. Là, on est carrément dans le futur, j'ai envie de dire. Bravo. Alors, on est dans le futur. Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on est dans le futur avec ce morceau? Aucune envie, c'est Snoop Dogg, mais c'est tout. Voilà, c'est Snoop Dogg et Jamel Debbouze. Snoop Dogg et Jamel Debbouze. Si ça, c'est pas une bien belle vision du futur, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et le générique du burger de fin de Burger Quiz. Aussi, effectivement. Non, ça ressemble un petit peu, mais c'est pas exactement le même morceau, effectivement. Donc on peut avoir un point de plus avec cette anecdote. Voilà, il y a 3-3, 3-3, égalité parfaite. Ouais. Et donc ça se règle dans les règles de l'art au Shifumi. Non, je ne sais pas. Non, on fera un duel sur le trottoir à la fin de l'émission. Merci pour ce quiz musical. 3-2 pour l'équipe bleue. Bravo à vous. Et vu qu'on était génial, vu qu'on était sur un thème historique, est-ce que c'est un duel au fleuret et tout? C'est un duel. J'attendrai, votez-moi. Ouais, c'est ça. C'est un duel. Je vous gifle. Alors en haut, on a une imprimante. Je pense qu'elle peut servir d'objet contondant. Mais je ne sais pas si on sera en mesure de la remplacer d'ici la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai, au premier sang versé. Voilà, on a des chaises, on a tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. C'est parti les amis pour le dernier point de cette émission, c'est à savoir vos recommandations. En avez-vous? Donc là, je me tourne vers vous. Lorraine, peut-être pour commencer, quelle est ta recommandation? J'en ai absolument pas. Mais diantre. Rien préparé. C'est ta semaine. C'était à toi. Attends, elle a gagné déjà. Voilà, non, mais donc du coup Romain, et on reviendra rien préparé non plus. Si on peut en piquer. Vas-y Mehdi. Alors moi je commençais par donc Brooklyn Nine-Nine, qui est une série télé donc sur Netflix, enfin récupérée il y a peu par Netflix, Sauver des eaux, cœur sur vos maisons Netflix. Donc ça se passe comme son nom l'indique dans le 99e district de Brooklyn, de la police de Brooklyn. Alors
par là, vous me dites un truc sur les keufs, ok, on a eu The Shield, on a eu The Wire, rien à voir, c'est complètement une série comique, mais qui est diablement bien écrite et diablement drôle. Par contre, Netflix pousse vers le bas parce que quand vous mettez votre petite démo qui tourne au début du truc, c'est absolument pas, ça reflète absolument pas la qualité de la série. Parce qu'on voit des flics en mode potage qui font une course avec de l'extincteur. Très très bien fichu. Au niveau des représentations genrées, sexuelles, c'est très très drôle, c'est très fin. On parlait tout à l'heure des représentations de l'histoire. Ça donne vraiment des éléments, des petites pastilles comme ça. On a un va-et-vient avec le commissaire qui est le capitaine qui est noir et homosexuel, et on a des flashbacks dans les années 70 où il a une afro pas possible. Bref, regardez, c'est super chouette. Et j'avoue, j'ai commencé à regarder cette semaine justement du fait de l'arrivée de la saison 5. Et je plus sois. Tu connaissais pas? J'ai jamais regardé. Et Andy Samberg qui vient du SNL, du Saturday Night Live. Saison 3, saison 4, tu vas hurler. Parce que je suis absolument pas fan des sitcoms et tout ça. Et là, je dois avouer que je suis ravi de voir une série dont les épisodes font moins d'une heure. Et ça fait 20 minutes les épisodes. 20 minutes, ouais, donc vraiment foncez. Les anciennes saisons ou pas? Ouais, il y a la saison 1 à 4. Il y a l'intégrale, effectivement. Florent, du coup moi j'ai une reco, alors elle date un petit peu ma reco, mais c'est pas très grave. Je vais recommander un album de musique. Mon groupe préféré, qui s'appelle les Satanic Surfers, qui est un groupe de punk suédois. Voilà, se sont séparés en 2017, ils se sont reformés en 2016, et là, l'album du retour, l'album de la reformation est sorti en avril dernier. J'ai eu la chance de les voir en concert là, pour leur unique date à Paris, et c'était de la balle. L'album il est ouf, il s'appelle Back From Hell. Alors comme beaucoup d'albums de pop, ça dure pas longtemps, ça dure 33 minutes. Moi j'aime bien les albums qui durent 30 minutes personnellement, les albums qui durent 2 heures c'est moins mon truc, et là c'est ouf, il y a la vigueur de l'ancien temps. On dirait que cette pause de plus de 10 ans leur a fait du bien. Je sais pas ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là, mais c'est vraiment cool pour un album de retour, donc je vous le conseille, c'est Satanic Surfers, Back From Hell, c'est dispo sur Spotify, Deezer et toutes vos applis de musique. Voilà. Fantastique, Jonathan. Alors moi j'ai 2 recommandations. La première c'est le guide de l'Uchronie, donc un petit guide qui va justement, alors après un petit propos liminaire sur justement qu'est-ce que c'est l'Uchronie, qui va montrer, donner un petit catalogue de toutes les Uchronies qui existent et qui montre justement que c'est pas juste est-ce que les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, justement c'est quand même un peu plus que ça, qu'il y a quand même plein d'Uchronies qui existent. Et deuxième recommandation rapidement, c'est les éditions Belin, donc sur Révolution, Consulat, Empire par rapport au Peuple et sans roi que j'avais dit tout à l'heure, une des meilleures éditions sur l'histoire de France, et là notamment quelque chose de très pratique pour comprendre, en tout cas commencer à comprendre tout ce qui s'est passé lors de la Révolution. Voilà. J'ai eu un flash de Youpi Matin en fait en te voyant présenter un bouquin de et c'est édité chez Plomb. Voilà. Exactement. J'ai le droit à une deuxième recommandation très vite, parce que je crois que Romain me faisait signe. Pardon. Non, vas-y. Non, je vais pas manger. C'est gentil. Non, on parlait du Chronie, oui, ça me fait penser, il faut absolument jouer aux 2 derniers Wolfenstein, bien sûr, New Order et New Colossus, qui sont vraiment d'excellentes manières de jouer avec l'histoire, de la tordre et de la déformer. Et puis on parle d'œuvres de fiction, donc c'est ce qu'il faut faire avec l'histoire à mon sens. Et je crois qu'il y a eu le dernier Valkyria Chronicles qui est sorti le 4, je crois, récemment, qui est vraiment une super série de jeux qui à chaque fois se place dans des univers complètement fantaisistes, donc dans un usage libre de l'histoire, mais à chaque fois c'est bardé de références. Des bouts, j'avais fait une première chronique sur le premier épisode, qui était une représentation complètement la Seconde Guerre mondiale kawaii. Ouais, voilà. Complètement. Je l'ai pas mieux dit. C'est des super jeux en plus. Et pour rester dans les Uchronies de la Seconde Guerre mondiale, il y a Man in the High Castle sur Amazon Vidéo aussi, qui est une série qui est vraiment géniale. C'est tiré du livre de Philippe K. Oui, tout à fait. Moi j'ai pas réussi. T'as pas réussi? J'ai essayé, moi c'est un peu lent le rythme. Surtout que tout le décor sur fond vert, moi ça m'a piqué les yeux, j'ai eu la gerbe. Moi, ça m'a pas dérangé. C'était donc une super recommandation de Lorraine. Merci. Voilà, tu vois, non, mais lisez le bouquin, lisez le film K. Voilà. Fantastique. Les amis, moi, Marocco, ça va être très rapide. Tu l'as devant toi, Mehdi, c'est Le Guépard de Visconti, tu peux peut-être le brandir. Avec Jean Reno. Ouais, je crois que c'était avec Bouet. Non, pas du tout. C'est pas Bouet et Jean Reno, c'est pas ça. C'est avec Burt Lancaster, avec Alain Delon et Claudia Cardinal. Histoire de la Révolution italienne au 19e siècle, absolument fantastique. C'est extraordinaire et j'encourage vraiment le public à regarder la version longue, même si ça dure 3h30, quelque chose comme ça. C'est hallucinant. C'est, pour moi, c'est mon film préféré, je pense, très clairement. Donc c'est vraiment la reco du cœur cette semaine. Quelle belle marise.
c'est extraordinaire. Voilà, je n'ai pas les mots. Et ma deuxième reco, pardon, c'est un JRPG parce qu'on est quand même otaku quand on veut. C'est Shadow Hearts. mais oui, bravo. Voilà, bien sûr. Shadow Hearts 1 et 2 sur PS2. Voilà, des RPG totalement expérimentaux. Ressortez-les. Victime s'il vous plaît. collatérale de Tetsuya Nomura et Kingdom Hearts au début de génération de la PS2. Du coup, c'est un jeu qui s'est vendu mais que personne n'a acheté, malheureusement. Comme Suikoden 3. Comme Suikoden 3, Suikoden exactement. 2. Je connais pas. Comme Suikoden 2 aussi. Donc c'est un jeu complètement dingue qui mélange survival horror, JRPG avec reconstitution historique. Ça se déroule au début du XXe siècle avec donc l'ascension dans la Première Guerre mondiale. Ouais. On retrouve du coup Rasputin, etc. Ouais, génial. Et c'est bourré d'anecdotes historiques qui pour le coup sont assez exactes. Par exemple Anastasia qui est dingue d'appareils photo et de trucs comme ça. Et historiquement c'est l'un des premiers selfies de l'histoire. Donc des tas de petits trucs intéressants comme ça. Une petite quête annexe. On a la facture. On a la facture. Je l'ai acheté à Jussieu. Chut. de Jussieu. Voilà. Et j'embrasse d'ailleurs les vendeurs de jeux vidéo de Jussieu, mais cœur sur vous. Et dernière chose, oui, pas mal une petite anecdote aussi sur Mona Lisa, etc., sur le Notre-Dame. Pas mal de choses. Ça se déroule en Russie, au Japon, en France. Donc voilà, ça a l'air plein cool. de reconstitutions et Super chouette. Ouais. Et le une premier est très ambiance bien aussi. incroyable. Bande son par Yasunori Mitsuda et Kenji Ito, c'est extraordinaire. Donc foncez. Tu m'étonnes. Il coûte cher. En revanche. Ouais. Donc, Ah ouais Non, mais je te l'emprunterai. voilà. Au moins. d'occasion, C'est dur de le trouver à moins de 70 €. ouais, c'est très très compliqué. Ah, j'ai vu donc, que tu l'avais payé moins cher que ça. Par en point Accrochez-vous. ISO. Bah oui, parce que je suis un client de longue date, donc j'ai le droit à quelques ristournes. C'est comme quoi ça gagne. Enfin, c'est intéressant de continuer à fréquenter des magasins spécialisés et de ne pas tout acheter sur Amazon. Voilà, petite rente. On termine cette émission, il est 18h37. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Comme le dit la phrase consacrée, C'est la fin des choux. et c'est la fin de ce 67e numéro d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux au hashtag HPL, @hyperlink_RVL. Sur Instagram aussi. On remercie PJ à la réalisation visuelle qui fait un taf formidable. On remercie Léo Mazet à la réalisation audio. On remercie Charlie, notre bien-aimé producteur. On remercie Seb qui assure la coordination. On remercie Elisa, community manager. On remercie Florent pour le Merci Before à toi. eSport qui est Enfin, merci chroniqueur à toi. dans 2 émissions aujourd'hui. Ouais. En plus, avec un état de fatigue assez prononcé, mais ça va, j'ai survécu. C'est bon. C'est bien. Parfait. Écoutez, on vous souhaite une très très bonne fin de week-end. À la semaine prochaine, on parlera, me semble-t-il, manga français. Voilà, gros programme. À la semaine prochaine. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.